Coucou tout le monde, et oui, je suis Béa et aujourd'hui, donc ludicaire à Nantes normalement, et aujourd'hui, eh bien, je viens à Jeu des cartes Bordeaux, puisqu'effectivement, je suis désolée de vous l'apprendre de manière aussi brusque, mais Alex, Antoine et Alice ont démissionné. Et oui, ils ont préféré aller se dorer la pilule à Majorque plutôt que de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi. Ils boivent des mojitos, ils sont sous les palmiers, ils se baignent, bref, ils en ont rien. Les mojitos, moi, je bois pas d'alcool. Oui, bon, et je démissionne. Non mais, alors, bon, d'accord, ça va, je m'en vais. Non mais t'es bon. Viens ici. Non mais... Hello, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alex. Salut. Une vidéo à laquelle enfin il n'y aura pas de focus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de sorties de jeux. Oui. Donc on va attaquer mais direct. Oui. On va attaquer avec hop les aventures Donjon 365 ou le 365 Aventure Donjon ou le Donjon Aventure 365. Vous pouvez le lire dans le sens que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que cette curiosité? Eh bien, ça va être un jeu dont il va pas être facile de vous parler parce que c'est une sorte de jeu évolutif, dans lequel on va découvrir des trucs dont je vais pas vous parler parce que sinon je vais vous gâcher le plaisir de jeu, mais surtout, regardons un petit peu la typologie du jeu. Hop là, c'est un jeu de Jua Lee, illustré par Raja. C'est un jeu pour jouer en solo, ok, à partir de 14 ans, pourquoi pas, même si je pense qu'honnêtement on peut jouer quand même un petit peu plus jeune. Et pour des temps de partie d'environ 365 jours, en fait non, 365 jours précisément. Pourquoi? Parce que, eh bien, hop là, vous en doutez, c'est une sorte de calendrier. Sur lequel vous allez faire progresser votre personnage chaque jour. Et il va se passer des choses, notamment à chaque fois qu'on va passer un mois suivant, il va y avoir des nouvelles règles qui vont arriver, que l'on va découvrir. Bon, ici, janvier, je vous cache pas que le premier mois, il va pas se passer grand chose, c'est normal, c'est le temps de prendre le jeu en main. On va quand même essayer de gratter des points, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de faire le meilleur score possible sur l'année. Sachez que ça commence en 2025, donc ça va vous faire toute votre année 2025, et ils ont déjà commencé à prévoir celui de 2026. Donc voilà, il y a un truc derrière. Comment est-ce qu'on joue? En janvier 2025, parce que le reste c'est à découvrir. C'est simple comme tout. On a notre aventurier. Alors le premier, hop là, c'est un mercredi. Donc on va attaquer par ici. Clac. Nous sommes le mercredi 1er janvier 2025. Oui. J'aurai peut-être un petit peu la gueule de bois. Peut-être toi aussi. Peut-être, on ne sait pas. Je me munis de mes dés, comme ceci. Alors il y a 5 dés, bon il y en a un qui est bleu, pour l'instant on ne sait pas, moi je sais toujours pas pourquoi. Je l'ai embarqué à la maison, je me suis dit je vais regarder un petit peu ce que ça a dans le ventre, je vais passer les jours de manière professionnelle, purement, c'est pas du tout pour me spoiler et pour tricher. J'ai pas eu le temps, voilà, hop, c'est pas grave parce qu'il repart à la maison dès ce soir. J'ai juste eu le temps de lire les règles pour pouvoir vous les expliquer. Que va-t-on essayer de faire? Par défaut, on va essayer de faire des tripes. En fait par défaut, il y a un côté un peu yam. Vous lancez vos dés, vous avez le droit à 2 relances supplémentaires, et vous allez essayer de faire des petites combinaisons. Quelles sont les combinaisons à faire? On peut faire des triples. Donc là, en l'occurrence, j'ai 2, je les garde, puis je vais essayer de relancer comme ça. Ouais, c'est parfait, j'ai tous mes 2 claques. Pourquoi c'est bien d'avoir des 2? Parce que je peux battre les monstres de la ligne où je suis. Et que ici, il y a un monstre, et bien sur son petit bouclier, il est marqué 2, il faut faire un triple 2 pour le battre. Je me munis d'un crayon, stylo, tout ce que vous voulez, clac, clac, et je fais une petite croix sur son blason pour dire que je l'ai battu. J'aurais très bien pu faire ça, même si j'avais été le vendredi et que je l'avais pas encore battu. On peut battre des monstres des jours précédents. Sauf quand on passe à la semaine suivante, c'est un peu trop tard. On a loupé la semaine précédente. D'accord, c'est vraiment un niveau quoi. Exactement. C'est-à-dire que lui, si je l'ai pas le mercredi, je pourrais peut-être l'avoir plus tard. Par contre, quand je passerai au lundi de la semaine suivante, ce sera trop tard. Ok. C'est comme ça qu'on bat les personnages classiques ici. Donc triple 1, triple 2, triple 5, triple 6. Mais là, il y a G16. Sur l'espèce de petite bande de gobelins au bout. Est-ce que je vais arriver à faire un triple 16 mathématiquement? C'est une question pour toi. C'est compliqué effectivement. Et tout simplement, pour les boss, on va cumuler la valeur. Et si par exemple, hop, en jetant mes dés, parfait, je suis content, j'ai fait mon triple 2, mais en même temps, je me dis, est-ce que plutôt j'irais pas taper le boss grâce au 16 que je viens d'effectuer? Je pourrais, clac, et donc là on va faire avec la valeur cumulée. À la fin du mois, on fait un petit bilan que l'on va marquer ici. C'est très simple, pour chaque monstre que vous avez battu, c'est 1 point, les boss c'est 2 points, et pour chaque semaine que vous avez entièrement complété, c'est 3 points.
on passe au mois suivant. Là, au dos, hop là, quand je vais lever ceci, alors c'est sympa parce que c'est un petit système d'aimant, c'est vraiment bien foutu. Je ne le lève pas complètement parce que surtout pas, c'est du spoil. On va vous dire, ok, bah vous passez à février, et désormais, il va y avoir telle nouvelle règle, il va y avoir telle nouvelle règle. Peut-être qu'on va se servir de ceci, ce petit dé bleu. Bref, bah en fait, tout reste à découvrir. J'aurais adoré avoir eu le temps de le regarder et de pouvoir vous donner des vagues idées de ce qu'on y trouve. Bon, on n'a pas eu le temps parce que je l'ai récupéré avant-hier. Ceci dit, bah juste le côté ovni, le côté un petit peu geek aussi, je vous le cache pas, moi ça m'a donné très envie, ne serait-ce parce que c'est une sorte de curiosité et que c'est du, hop là, Sorry We Are French qui a édité ça, et donc bah, c'est forcément très bien édité. Ça n'existe pas, les jeux Sorry We Are French qui ne sont pas bien édités, ça n'existe pas du tout. En parlant de jeux super bien édités, cette semaine, c'est la sortie de Stickers, et on est 1000 fois trop content. Regardez, hop, il y a déjà la recommandation. Et en même temps un peu déçu. Et en même temps un petit peu déçu. Parce qu'on a peut-être des petites excuses à faire au nom de toute l'équipe. Vous avez vu Béa, qui est l'autrice de Stickers, donc dans l'intro de cette vidéo, qui est venue de Nantes exprès pour tourner une vidéo où elle explique les règles. Et on a perdu le fichier. Donc bah déjà, Béa, on est vraiment désolé, on se sent un petit peu naze. Oui. Et Tumanda, l'éditeur, vraiment, voilà, désolé, parce qu'à la base on voulait faire un focus sur ce jeu, parce que franchement on l'attendait avec impatience. On n'a pas fait le focus parce qu'on s'est dit mais c'est pas grave, il y a l'autrice qui vient en parler dans la vidéo. Et bah non finalement. Donc je vais essayer de lui rendre honneur du mieux possible. Ça va être dur parce qu'elle l'avait très bien expliqué. Je l'avais tellement bien expliqué, je suis dégoûté. Bon, parce qu'en plus, les règles de base sont faciles à expliquer, mais le pitch général, enfin l'idée, vous allez voir le petit plus derrière le jeu, c'est un peu moins évident. C'est jamais évident quand c'est du jeu évolutif, oui parce que c'est le cas. Et bah, à l'instar de ce qu'on vient de voir, c'est un jeu dans lequel il va y avoir tout un tas de choses à découvrir sous forme de petits boosters qui vont nous faire découvrir tout un tas de choses et notamment de nouvelles règles. Vous voyez qu'il y a plein d'emplacements comme ceci bah, où il manque clac des petites aides de jeu. Quand on ouvre le livret de règles, c'est la même chose, il y a tout un tas de choses à découvrir. Ça en fait un jeu qui est vraiment facile à prendre en main, un jeu qui est franchement très familial, tout public, ceci dit, qui va se complexifier au fur et à mesure de vos parties, mais qui va suivre votre avancée, donc finalement vous n'allez pas être perdu. Ça va permettre d'avoir un jeu très complet et surtout très personnalisé à la fin. Et ce sera, vraiment, quand j'insiste sur le personnalisé, ce sera votre jeu. Mais bref, je tourne autour du pot. En quoi ça consiste? Eh bien, dans cet univers-là, il y a des familles de stickers qui sont au cœur de tout. C'est vraiment le truc le plus important du monde. Et nous, on fait des collections de ces stickers pour devenir le plus grand collectionneur de tous les temps. Alors ces familles, vous les connaissez évidemment. Hein. On a, j'allais me lancer à les nommer, mais regardez. Hop, là, ici, je peux les nommer. Tout en haut, on a les Corking, il y a également les Karate Cat, il y a les Geekosaures. On va aller les chercher parce qu'elles sont très cool ces familles. Il y a les Chocoala, les Vampig, les Cosmos. 5, 6, il en manque un petit peu. Il y a les Rock Starfish. Et les Pandastiques. Le Mystère Pandastique. Ah, eh ben oui. Et mes préférés, Magic Bunny. 7, 8, 9. Ok, il y a 9 familles. En début de partie, ces familles, sous forme de petites tuiles comme ceci, vous allez les mettre sur le marché. Ça va un petit peu déterminer leur valeur actuelle. Mais si vous êtes des gens qui collectionnez des trucs, notamment des cartes à jouer par exemple, mais tout un tas de trucs. Vous savez que le marché, ça évolue, ça bouge très vite. Et ben c'est ce qui va se passer dans le jeu. Ce que vous voyez ici n'est pas figé. Mais en attendant, on vous dit que les Corking au sommet sont légendaires et qu'elles vous font marquer un maximum de points. Et que bon, en bas il y a les communes. Et les communes, ça vous fera marquer quand même vachement moins de points. Bon, on va essayer d'obtenir dans notre collection des stickers, donc sous forme de petites cartes comme ceci, qui nous font marquer un maximum de points. Comment ça se passe? Nous avons des cartes en main. Nous avons également, hop là, un marché de cartes. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, la première chose que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aller récupérer une carte dans le marché. Par exemple, je décide d'aller récupérer ce Mystère Pandastique. Hop là, je rajoute à ma main. Deuxième chose que l'on peut faire, c'est coller une collection, une famille. Ici, vous voyez, j'ai 2 Mystères Pandastiques désormais devant moi, dans ma zone de jeu. Takenocolor, fais-moi un petit peu de place, merci beaucoup. Je vais coller mes cartes. Clac! L'ordre dans lequel je les colle est important. Pourquoi? Parce que vous voyez ici une sorte de petit bonus, un petit pouvoir. Et si je colle mes cartes dans ce sens-là, je n'en bénéficie pas. Alors que si je fais ceci, je vais en bénéficier. Et deuxième étape du jeu, quand on colle, on va
avoir des petits effets, des petits bonus. Alors il y a deux choses à regarder. Il y a les stickers combo. Les stickers combo, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est le petit bonus qu'il y a sur la carte. Par défaut, au début du jeu, il y en a deux. Là, par exemple, il me permet de récupérer potentiellement une carte chez un autre joueur en lui piquant dans la main. C'est toujours rigolo. C'est un jeu un peu chafouin. Un peu, ouais. C'est un jeu où vous détestez un petit peu à la fin de la partie. Autre chose, suivant le nombre de cartes que je viens de sticker, j'aurai un bonus de collection. Là, je viens de sticker 2 cartes, on me dit que pour 2 ou moins, je pourrais récupérer 2 cartes du marché et les ajouter à ma main. Ça pourrait être un moyen d'aller récupérer ces petits vampires qui me font l'œil, même si bon, ils sont communs, peut-être que plus tard dans le marché, ils vont monter. Parce que si par exemple, j'avais joué 3 cartes, et ben clac, j'aurais pu échanger la rareté de 2 familles voisines. Et par exemple, j'aurais pu faire en sorte que, les Rock Starfish, c'est pas si génial, mais finalement, les Mystères Pandastiques, c'est plus intéressant. À la fin du tour, je refais ma main à 6 cartes, je refais le marché, joueur suivant et ainsi de suite. Quand on aura vidé la pioche qui sert à alimenter le marché, on va compter nos points. Les points, c'est quoi? Vous allez regarder pour chaque collection si vous êtes en majorité ou pas. Donc admettons, moi j'ai plein de Mystères Pandastiques. On me dit que si je suis en majorité, j'ai 9 points. Là où les personnes qui sont derrière auront 6 points. Les autres, rien du tout. Alors qu'on voit que les légendaires, c'est super bien, hein, parce que les Working, c'est 11 points. On voit que les communes, soit vous avez 5 points parce que vous êtes en majorité, soit vous avez 2 points, pas ouf. On va y rajouter les petites étoiles, comme ceci. Hop là, 1 étoile, 2 étoiles, voilà. Il y a des cartes avec plus ou moins d'étoiles dessus. On est content. On a regardé qui a gagné. Bien sûr. On fait tel ou tel score. On a... Au dos de ceci, hop là, alors je ne l'ai pas montré, mais ça en fait c'est la boîte qui se déplie, enfin vous en doutiez probablement, on a de quoi noter notre score, etc. On va pouvoir nommer les joueurs et on va pouvoir faire notre petit suivi de campagne. En fait, on va ouvrir des petits boosters qui vont faire notre avancée. Il existe plusieurs types de boosters. Il y a les boosters comme ceci, où dedans vous allez avoir les nouvelles cartes, donc qui sont numérotées 1, vous l'ouvrez d'abord le 1, puis le 2, puis le 3, bref. À l'intérieur, c'est là où on va trouver les nouvelles règles, c'est là où on va trouver notamment de quoi personnaliser un petit peu les cartes, notamment dans les nouvelles règles, vous en doutez, il y a des nouveaux pouvoirs, et ces nouveaux pouvoirs vous allez les coller clac, clac, clac sur les emplacements, donc vous allez vraiment personnaliser vos cartes en termes d'effets, mais en plus de ça on va pouvoir trouver également des petites étoiles, parce que moi par exemple, admettons, j'adore les Mystères Pandastiques, bon moi mes préférés c'est les Magic Bunny, mais admettons, et je vais pouvoir leur mettre des pouvoirs, et puis en plus, je vais pouvoir leur mettre encore plus d'étoiles. Ouais, mais du coup tout le monde va se trouver sur les Mystères Pandastiques, bon bref. Vous personnalisez votre jeu en termes d'effets, vous personnalisez votre jeu en termes de rareté, de puissance des cartes, mais aussi, il y a des petits boosters comme ceci, qui sont cosmétiques. Alors j'en ai ouvert un, je sais pas s'il est encore disponible, pour vous montrer, évidemment quand on a fait la mise en place, les cartes ont été perdues, donc elles sont quelque part dans la pioche, on va pouvoir leur trouver des petites lunettes, des petits objets à tenir en main, etc. Des petits chapeaux, exactement, que vous allez sticker sur l'illustration et donc vous allez personnaliser les illustrations de vos personnages. Est-ce que ça sert à quelque chose en jeu? Non, pas du tout. Un petit peu quand même. C'est le kiff en fait. Voilà. Donc là on est tombé. J'avais ouvert un booster cosmétique tout à l'heure et je suis tombé sur un booster qui est orienté Rock Starfish. Et donc il y avait des trucs un peu rock'n'roll. Donc voilà, des lunettes en forme d'étoile. Qu'est-ce qu'il y a de plus rock'n'roll que des lunettes en forme d'étoile, Alex? Je te le demande. Une petite guitare, etc., etc. On y trouvera de tout et n'importe quoi. Et c'est génial parce que quand vous aurez fait toute la petite campagne, vous aurez tout stické. Bon, déjà il y aura quelqu'un qui aura gagné la campagne. Vous êtes content de gagner une partie, mais à la fin le but c'est d'avoir le plus d'étoiles de coupe. Ce sont des petites coupes exactement que nous on a collé mais n'importe comment. Bien sûr. Et surtout, vous vous retrouvez avec un jeu complètement personnalisé. Si bien que si vous allez chez des amis, de la famille, un club de jeu, et que quelqu'un d'autre a stickers, vous pouvez totalement jouer à une boîte de stickers, puis à l'autre, et vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes cartes pour le même look, qui n'ont pas les mêmes effets, les mêmes niveaux de rareté, etc., etc., etc. J'espère que Béa, j'en ai bien parlé. Tu me pardonneras. Quand même, on n'a pas fait les choses dans l'ordre parce que je parle dans tous les sens. C'est donc un jeu de BAG Renard. Bon, ça on l'a déjà dit. C'est illustré par Olivier De Rueto. Ça, c'est une information super importante parce que ces 9 familles qu'il a illustrées, elles sont vraiment trop cool. Et c'est édité par Toumanta. Ça, je l'avais déjà dit. Mais franchement, quel beau boulot. Moi, c'est vraiment un jeu de fin d'année que j'attendais beaucoup. J'espère qu'il plaira au public, aux clients, aux joueurs, autant qu'il nous a plu, parce que ça mérite grave. Il y a vraiment des trucs géniaux dans les boosters, c'est toujours délicat, on a trop envie d'en parler, n'est-ce pas Alex? Il y a vraiment eu des boosters quand on a ouvert, on était en mode mais what? Oh mais c'est génialissime. Il y a évidemment des boosters qui vont un peu plus être un peu plus plat pour profiter des mécaniques que vous avez déjà et de temps en temps poum, vous avez des boosters, c'est des trucs de fou. C'est ce qui rassemble aussi les joueurs des non-joueurs, c'est-à-dire que pendant que les joueurs s'émerveillent devant les nouvelles règles,
t'as les non-joueurs qui sont en train de mettre des petits chapeaux, des petites baguettes magiques. Oui. Et on est là, waouh, mais attends, maintenant on peut faire ça. Et tu vois, hey, je suis en train de mettre des lunettes, t'as vu? C'est ça qui est génial. Ouais. Les entreparties sont déjà, enfin, sont très vivantes. Ouais. On voit vraiment pas ça dans beaucoup de jeux. Vous allez rarement faire qu'une seule partie, très honnêtement, parce qu'il y a vraiment le côté addictif, ouvrir les boosters, coller les petits stickers. Quand on a collé les petits stickers, on veut jouer avec les cartes qu'on vient de personnaliser, donc on refait une autre partie. Compter le score, ça va aller super vite. Et finalement, il y a un amusement qui est assez constant. C'est-à-dire que si vous avez fait, je sais pas moi, 3-4 parties de stickers dans votre soirée, bah vous avez l'impression que vous êtes amusé tout le temps. La mise en place est super rapide. Oui. Le comptage de points, j'ai dit, est super rapide. Bref, voilà. Quelle bonne surprise, trop content de recevoir Stickers. On a également reçu cette semaine Festival, un jeu de Scorpion Masqué, un jeu dont l'auteur est Grégory Grard, qu'on voit beaucoup ces derniers temps, qui nous propose plein de jeux sympas. C'est illustré par Mélodie Leblond. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails d'explication de comment ça fonctionne, pourquoi, comment, parce qu'on a fait un focus récemment, c'est avec toi Alex, n'est-ce pas? Ouais. Je l'ai re-regardé tout à l'heure et je pense qu'on a à peu près tout dit sur les règles. Oui. Dans les focus, on ne fait pas nécessairement de l'explication de règles, mais pour vous rendre compte des jeux, en général, on rentre quand même un minimum dans la méca. Et là, je pense qu'on avait à peu près tout dit. Donc, si vous voulez tout savoir sur Festival, je vous invite à aller voir le focus sur Festival. Je vais quand même en parler rapidement. Ici, on a les petites pastilles Scorpion Masqué qui sont toujours très bien faites, qui nous indiquent un petit peu la typologie de jeu. Et si on nous dit c'est un jeu pour tous, effectivement, c'est ce qu'on appelle le familial, le tout public. Et Festival, c'est vraiment un jeu pour tous par excellence. De la satisfaction, bah c'est vrai, dans Festival, à chaque fois qu'on va poser des petits trucs, donc en l'occurrence, hop là, des petites tuiles colorées comme ceci, on va toujours faire évoluer notre jeu, récupérer les petits objectifs. Bref, c'est effectivement très satisfaisant, ne serait-ce que dans la manipulation du matériel. Et bon, c'est un jeu de placement de tuiles, ça je l'ai déjà dit. Comment est-ce que ça fonctionne? Et dans les grandes lignes, on va pouvoir y jouer de 2 à 4, ça durera entre un quart d'heure et 20 minutes à tout casser. On a chacun notre petit plateau individuel avec 9 emplacements sur lesquels on pourra mettre des tuiles qui vont s'empiler les unes sur les autres, donc on va jouer en verticalité. Et à mon tour, bah, soit je récupère ce qu'il y a au sommet de la pile de droite que je partage avec mon voisin de droite, soit ce qu'il y a au sommet de la pile de gauche que je partage avec mon voisin de gauche, soit je vais plutôt récupérer l'un des objectifs qui est au centre de la table et le mettre hop, à côté sur mon plateau, donc il sera aussitôt remplacé. Il y a des objectifs communs, il y a des objectifs du coup qui deviendront privés à partir du moment où vous les récupérez. Et en fin de tour, si lorsque j'ai posé des tuiles, ou pas d'ailleurs, lorsque j'ai récupéré mon objectif, j'ai la configuration qui est marquée sur l'objectif, bim, je le valide. Ces configurations, en quoi elles consistent? Et bien sur chaque tuile, vous avez des couleurs, vous avez des illustrations, il y a 4 couleurs, il y a 4 illustrations qui représentent des feux d'artifice, il faudra faire le plus beau feu d'artifice. Donc par exemple, en l'occurrence ici, j'ai pu valider cet objectif à 4, car j'ai fait bleu, rouge, rouge en vertical, bleu, rouge, rouge en vertical, clac, et donc cet objectif, je viens probablement de le valider, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on finisse une pile, ou jusqu'à que l'on termine le marché d'objectifs, si je dis pas de bêtises. Bref, ça va aller assez vite, il se passe plein de petites choses, on râle parce qu'on se dit, oh là là mince, cette tuile bleue, elle correspond parfaitement à ce qu'il me faut, et non, en fait c'est l'autre joueur qui l'a pris juste avant vous. Mais vous pouvez toujours rebondir, vous pouvez toujours faire des choses. C'est là où le jeu est effectivement assez satisfaisant. Il y aura toujours possibilité d'optimiser, mais des fois vous n'aurez pas précisément ce que vous voulez. Voilà, une très bonne balance entre petite frustration et petite satisfaction. Oui, c'est un très bon suivi, je trouve, un jeu qui fait suite à Quirkle. Ouais. C'est une autre proposition que Quirkle, par exemple. Si vous avez envie d'offrir un jeu autre que Quirkle à des personnes qui ne sont pas trop joueuses, je trouve que Festival est une belle proposition. C'est peut-être un peu moins calculatoire parce que oui, Quirkle est un jeu calculatoire, on ne dirait pas comme ça au premier abord. Par contre, il y a de la satisfaction plus immédiate. C'est ça. Mais c'est vrai que on pourrait tout à fait dire que c'est un cousin. Hop là. Par contre, on a un jeu ici qui n'a absolument rien à voir avec Quirkle. Non. Absolument rien. C'est un jeu de Game Builders. C'est Super Meeple qui nous le propose dans cette VF. C'est un jeu de Mike, de Uwe Rosenberg et de OD. Alors, je sais pas les noms en entier, mais ce sont des auteurs connus qui ont fait ce genre de choses. Okay. Une fois de plus, c'est un jeu dans lequel on va faire pousser des choses et récolter des choses de la terre. Et c'est pour ça qu'il y a un petit Uwe Rosenberg qui est par ici. Voilà, parce qu'en l'occurrence, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Pour le contexte, la fin du monde a eu lieu, on a un peu cassé la planète. Oups, nous les humains. Du coup, elle était quand même vachement polluée. Heureusement, il y a des arbres géants qui ont poussé et nous, on allait construire nos villes au sommet. Et plutôt que tout casser, on s'est dit, maintenant, on va faire un peu plus attention et vivre en harmonie avec la Terre. Voilà, en gros. Ici, on a un univers qui est à mi-chemin entre technologie et nature verdoyante. Ça fait très Nausicaa, je trouve. Ouais, il y a un petit peu de ça, effectivement.
sans les grosses bébêtes qui font flipper. Se jouera en solo, je ne sais pas du tout si le solo sera sympa, se jouera de 2 à 4, c'est duel expert, donc 14 ans et plus bien sûr. 30 minutes par joueur, c'est cool quand c'est marqué comme ça sur les jeux experts, parce qu'il y a des jeux où on vous dit mais ça dure 90 minutes. Oui, mais enfin quand on joue à 2 ou à 4, c'est pas pareil. Oui. 30 minutes par joueur, et des retours que j'ai eu, effectivement, on est plutôt là-dessus. Alors on a un dos de boîte qui est ouf, mais pas totalement, parce qu'on voit tout le matériel, donc ça c'est génial, je vais pouvoir vous montrer plein de choses, mais un peu de mise en place ça aurait été sympa, mais enfin c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça. De toute manière, qui du jeu expert dit, faut pas que je rentre dans les détails, parce que ça va pas être intéressant pour vous, et je risque en plus de vous dire des bêtises, mais en gros, que va-t-on y faire? Nous avons un plateau central ici, sur lequel nous allons pouvoir récupérer 2 types de cartes, qui vont fluctuer, c'est-à-dire qu'au début vous avez un peu plus de ce type de carte et un peu moins de celui-ci, et puis ça va décaler, comme ceci, clac, clac, clac. Ce sont des cartes d'amélioration que vous pouvez mettre sur votre plateau individuel. Vous aurez ici des petits objectifs de plantes à livrer, en gros, aussi. Plantes que vous allez faire pousser sur votre plateau individuel. Voilà en gros le lien entre les deux plateaux. Pour aller faire des choses sur mon plateau individuel et pour aller agir comme ceci avec le plateau central, eh bien on va faire des actions, on va jouer à 4 manches. Pour faire une action, eh bien je vais récupérer, hop là, comme ceci, l'un des 4 outils qu'il y a devant moi, et je vais aller le poser dans la zone de jeu. Il va se poser entre 2 tuiles. Il faut imaginer que les tuiles que vous voyez ici, en fait ce sont des tuiles d'action. Et on fait une sorte de quadrillage. Quand je mets un outil, je vais pouvoir le poser à l'intersection de 2 tuiles d'action. Ok ? Je vais choisir l'une des 2 tuiles d'action. Vous savez quoi? Je vais prendre un jeu qui n'a rien à voir pour vous faire un petit peu le... C'est pratique d'avoir un visuel. Voilà, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le bon jeu. C'est Inori, je vais vous en parler juste après. Mais hop là, ça permet d'avoir un truc un peu visuel. Vous voyez, j'ai 2 comme ceci, tuiles d'action. Ouais. Là, je pose mon outil au milieu. Okay. Et ben, je peux activer l'une des 2. Très bien. Il y a un truc dans le jeu qui permet d'activer les 2 d'un coup. C'est un coup qu'on fait pas souvent, qui est hyper puissant, mais par défaut, j'en active une des 2. Je vais faire l'action et potentiellement ça va embêter un autre joueur. Pourquoi? Parce que, admettons, si j'ai mis l'outil vert, la pelle, clac, eh bien désormais, eux ne peuvent plus recevoir à côté d'eux un outil vert aussi. D'accord. Forcément qu'ils reçoivent l'un des autres outils. Si bien que lorsque je me pose quelque part, c'est pour l'action qui m'intéresse, mais potentiellement aussi pour aller bloquer les autres joueurs. Chose qu'on ne voit pas forcément sur les premières parties, et plus on va jouer, et plus on va lever son petit nez pour voir les actions qui pourraient intéresser les autres joueurs, pour aller les embêter. Bon, en gros, que peuvent-elles faire, toutes ces petites actions? Il y a des actions qui permettent d'aller récupérer des polyomino, comme ceci, qu'on va les placer sur son plateau individuel. Ce sont des terres sur lesquelles on va faire pousser des plantes de différentes couleurs, sous forme de petits cubes, qu'on pourra récupérer pour aller vendre. Et ici on a des objectifs, donc on nous dit par exemple que pour réaliser cet objectif il faut du jaune, du orange, du rouge et du bleu. Si j'arrive à faire pousser ceci sur mon plateau individuel et faire l'action qui permet d'aller vendre, clac, je remplis l'objectif et puis ça se transformera en point. Ça c'est très sympa. Ce qu'on pourra faire également comme action, ça va être de préparer un autre type de terrain sur notre plateau pour aller récupérer des arbres. Les arbres c'est un peu plus difficile parce qu'il faut une énorme surface, mais les arbres ça va vous donner d'énormes bonus. Bref, je rentre pas dans le détail de tout ce qu'on peut faire. Vraiment, là, je survole le jeu. Si, il y a quand même des actions dont il faut que je vous parle. Je les avais plus en tête, mais elles sont très importantes. Vous voyez autour de votre plateau ici, vous avez une sorte de petite piste comme ceci. Et bien, vous allez y faire déplacer un dé, et ce dé, il passera en face des différents emplacements de cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce qu'avec des actions, vous pouvez récupérer les cartes que vous allez mettre, clac, comme ceci autour de votre arbre. Il y a une autre action qui permet de les activer, c'est-à-dire de la fournir en énergie. Il y a une autre action qui fait avancer le dé. Et si le dé se retrouve devant une carte qui est alimentée en énergie, eh ben, je vais faire l'action de la carte. Alors ça fait énormément d'étapes. Voilà, vous l'avez remarqué, mais par contre ça fait des effets vraiment très cool. Voilà, je rentre pas du tout dans les détails, c'est du gros jeu expert, c'est du Super Meeple, on n'y a pas joué, très honnêtement, je pense que ça s'est vu dans mon explication. Ça donne sacrément envie, hein. Franchement, quand on voit les noms qu'il y a dessus, je crois qu'on est sur du nommé Diamant d'Or 2024. J'espère que je dis pas de bêtises parce que je les ai pas en tête, là, les Diamants d'Or dans l'immédiat. On va passer à du moins hardcore, à du moins compliqué, à du moins fouillé. Inori, qui est un jeu plus initié. Oui. L'initié, c'est un petit peu cette passerelle qui existe entre les jeux familiaux, du public et les jeux experts. Inori, je trouve qu'il fait très bien cette passerelle. Alors, passerelle, ça sous-entend qu'on a forcément envie d'aller vers le jeu expert et que c'est l'aboutissement de tout joueur. Non, pas forcément. Si vous avez juste envie de jouer à du jeu initié, c'est une très bonne proposition aussi. C'est un jeu de Mathieu Aubert et Théo Rivière. Et je vais chercher le nom de l'illustratrice, parce qu'il doit bien être marqué quelque part. Eh ben je l'ai pas.
à Suzanne de Montron. Et voilà, c'est marqué. Qui avait également illustré Boussanga. Tu te rappelles Boussanga? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a gagné le festival de Lacanau Boussanga. Ah ouais, ok. Je sais plus en quelle année, mais il a gagné. Trop cool. Effectivement, on reconnaît un petit peu ces visuels comme ça, avec des esprits un peu éthérés, plein de couleurs. C'était beaucoup plus sombre. Boussanga, là, on est sur un jeu qui est très clair, qui est très lumineux. On va y jouer des tribus d'humains qui vont en gros aller vénérer des petits esprits de la forêt parce que ils nous le rendent bien. Ils nous le rendent bien sous forme de points de victoire qui vont nous faire gagner. On est sur un jeu qui se jouera de 2 à 4 personnes pour des parties de entre une demi-heure et 1 heure. Ouais, sur la boîte il y a marqué 40 minutes, je pense que effectivement c'est une bonne fourchette. Comment est-ce que l'on fait pour jouer à Inori? On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, j'aurai mes petits personnages comme ceci, donc c'est la pose d'ouvrier, je vais aller les placer sur le plateau. Hop là, j'en prends un et je vais aller le placer quelque part. Il y a différents emplacements, on peut aller placer des personnages. Je pourrais, par exemple, me mettre sur l'un de ces emplacements. Donc, vous voyez qu'il y a différentes cartes, ce sont des esprits, et on peut choisir d'aller leur faire des petites offrandes ou pas. Quand on va faire des offrandes, on a des gains immédiats. Donc ça, c'est trop cool. Il existe plusieurs types de gains, sous forme de ressources. Par exemple, je décide d'aller sur cette carte, comme ça, sans trop réfléchir. Tout de suite, je gagne 2 petits jetons de feu. Trop cool. Je vais les mettre dans ma réserve, ils me serviront plus tard. J'aurais très bien pu me mettre ici. Ici, j'aurais eu un jeton de plante et un petit œuf. Il y a des œufs comme ceci, vous le récupérez, vous le montrez à personne. Il y a des petites ressources bonus, il y a des petits effets qui permettent d'aller embêter les autres joueurs. Ça, c'est cool. On peut également se mettre sur un autre type d'emplacement, qui est celui-ci, et qui vous fera gagner des points soumis à condition. Donc ici, on voit qu'on récupère un jeton de plante, super, et on me dit que je gagne autant de points que je possède de jetons de soleil jaune. Bon, si j'en ai 0, cette action est un peu nulle. Oui. Ok. Pourquoi se placer sur ces cartes et pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3 emplacements? Eh bien parce que à la fin d'une manche, lorsque tout le monde aura posé tous ces petits personnages, il y aura 2 cas de figure. Ici nous avons un esprit de la lumière, ok? Bon, il n'y a que moi qui me suis posé dessus. Premier cas de figure, personne d'autre ne se pose dessus, nous n'arrivons pas à compléter les 3 emplacements. Eh ben, on va virer. Et puis, l'esprit de la lumière, il est pas content, il s'en va. Et en fait, à la place, nous mettrons un esprit de l'ombre en bas à droite, comme ceci, ça nous indique ce qui se passe si l'esprit n'est pas satisfait. Clac. L'esprit d'ombre, lui, il va venir avec d'autres demandes, d'autres récompenses, d'autres conditions, etc. Puis à nouveau, s'il n'est pas satisfait, finalement, ce sera un esprit de la lumière, et ainsi de suite. Bon, deuxième cas de figure, on va aller totalement satisfaire cet esprit de la lumière, il est très content, on va dire que par exemple, hop là, le blanc a joué avec moi, clac. Et donc, il va être remplacé par un nouvel esprit de la lumière, mais avant, on retrouve le petit symbole qui était ici, qui est de gagner des points par petit jeton de lumière que vous possédez. Ça, ce sera toujours la même chose, c'est-à-dire que si on satisfait un esprit de l'eau, eh bien on gagnera autant de jetons que l'on possède d'eau, etc. Mais vous l'avez bien vu, quand je me mets sur un personnage, un esprit d'eau, il ne me donne jamais de l'eau. Un personnage de pierre, il va jamais me donner de la pierre. Non. Et donc il faudra aller les chercher ailleurs, sur les autres esprits, peut-être, et peut-être également par ici, sur une autre zone du jeu, on pourra aller poser un personnage à son tour. Ce sont des emplacements comme ceci, alors je ne vais pas tous vous les décrire, mais en gros, ces emplacements, ils vont faire plusieurs choses. Par exemple, il y en a un ici, en plein milieu, clac, quand je me pose dessus, je vais immédiatement gagner les points de la couleur indiquée. Je vois pas de couleur, qu'est-ce qui se passe? Tu racontes n'importe quoi, Antoine. Cette couleur, quand je suis le premier à m'y poser, hop là, je vais la déterminer. Et là, je vais gagner des points par rapport... Ah non, je gagne des points. Oui, c'est ça. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. J'ai eu un moment de doute, je pensais que c'était celle qui gagnait 5 points, non, elle est juste au-dessus. Heureusement, l'iconographie est franchement bien faite. Ici, on a un joli travail des Space Cowboys. Et donc, je gagne des points par rapport à l'eau. Ça va rester ça d'une manche à l'autre. Si bien que, au fur et à mesure de la partie, clac, ça va se définir. Ça va se définir. Il y en a qui fonctionnent un peu différemment, c'est que pour pouvoir me poser dessus, je vais devoir payer la ressource en question. Par exemple, on va dire que celui-ci, je m'y suis mis et j'ai décidé de payer du feu. Oui. Hop là, voilà, c'est comme ceci, c'est très bien fait à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a une récompense qui est sympa, ici ça me permet de récupérer soit 2 ressources de mon choix, alors, ici c'est encore plus sympa, quand on paye de la plante, on pourra gagner 5 points bruts. 5 points dans le jeu, c'est pas si mal. Oui. Je vais vous donner une petite avancée sur la piste de score qui a tout autour. En fin de partie, on va regarder différentes choses. Vous aurez moyen d'avoir des points à droite à gauche, mais l'essentiel des points que vous aurez, ce sera les points que vous aurez gagnés durant la partie, donc avec clac, 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 toutes ces petites récompenses, notamment lorsque vous avez validé des cartes d'esprit, donc ça vous fera progresser sur la piste, auxquelles on ajoutera les points de majorité qui sont ici. Et ces majorités, elles sont par rapport aux couleurs que l'on aura définies durant la partie. Et c'est plutôt malin parce que cet emplacement-là, je vais définir que c'est du rouge, je vais devoir payer du rouge, donc je m'affaiblis de ma valeur de rouge. Oui. Et ouais, mais on me dit que le joueur majoritaire de rouge en fin de partie gagne 10 points. Ce sera peut-être pas moi. Pourtant, c'est a priori moi qui ai défini ceci. Il faudra trouver le bon moment, le bon timing pour définir
quoi fera marquer combien de points, parce que plus on est en haut et plus ça fait marquer de points. Là, à cette partie, le feu fera marquer 10 points si vous êtes majoritaire dessus, tandis que la pierre, bah, ça fera marquer que 2 points si vous êtes majoritaire dessus. Ouais, mais on a plus facilement moyen de récupérer de la pierre a priori dans cette partie. Il y a vraiment tout un tas d'équilibres à aller chercher. On va avoir une gestion du timing, du rythme. À quel moment je me pose sur quel lieu, pour récupérer quoi, et surtout pour être totalement quelqu'un qui vient rafler la mise au dernier moment. J'ai fait très peu d'efforts pour valider cette carte parce que je suis allé chercher de la pierre totalement ailleurs, et finalement je m'y pose au dernier moment, et finalement je vais marquer plein de pierres, de points grâce à mes pierres, parce que l'esprit des pierres il est content. Ce qui est bien fait, j'ajoute que en plus le plateau évolue, parce que vous voyez qu'il y a 6 emplacements, et donc au début il y en a 3, et en fait à chaque fin de manche on va en rajouter un nouveau, donc à la fin en fait on va finir avec plus d'ouvriers, plus de cartes, plus de choix, plus de dilemmes finalement, plus de coups fourrés, ce qui est très cool aussi. 4 manches, à chaque manche on va récupérer plus de personnages, il y aura plus de points de tension, ça râle autour de la table, vous faites voler vos emplacements, vous faites voler les ressources que vous vouliez, bref, plutôt bonne surprise que ce joli Inori. On va juste enchaîner avec Marie Curie, mais d'abord on fait une transition parce que j'ai plus beaucoup de temps avec la batterie de l'appareil, on enchaîne. C'est tout bon, Alex? Oui. Ok, on a un moyen d'enregistrer qui ne nous permet pas de faire des prises de plus d'une demi-heure. Exactement, parce que comme c'est un appareil photo, il est limité à 29 minutes et 59 minutes, donc sinon ça coupe. 59 secondes. 59 secondes, pardon. Et il y a pas mal de jeux, on vient de se faire un petit marathon que je vais terminer avec Sur les traces de Marie Curie, ensuite je passerai la main à Alice. Sur les traces de Marie Curie qu'on a mis juste à côté de Sur les traces de Darwin, puisque vous en doutez, c'est dans la même gamme, c'est Sorry War French qui nous propose ça à nouveau, donc ça va être super bien édité, l'ai-je déjà dit. C'est un jeu de Florian Fay, illustré par Vaiana Hino et David Sidbon, qui est très souvent aux illustrations chez Sorry War French. On est bien content parce qu'il fait de magnifiques illustrations. Et en plus, je trouve qu'il arrive à se renouveler d'une gamme sur l'autre. Sur les traces de Marie Curie, on va suivre la vie de Marie Curie, évidemment, au travers des époques. Vraiment, on va suivre à la manche 1 sa naissance, son évolution, jusqu'à son décès, en fait. On va vraiment suivre toute sa carrière. On va l'accompagner dans sa carrière, dans ses découvertes. On est sur un jeu qui est moins familial, moins tout public que sur les traces de Darwin, qui est, à l'instar de Inori qu'on vient de voir, un véritable jeu initié, qui est, à mon humble avis, saura ravir les joueurs de jeux experts qui ont envie de jouer à un truc un peu plus tranquille, mais qui vont s'y retrouver sur le côté un petit peu gestion et anticipation des événements. Et si vous êtes plutôt dans des jeux habituellement familial tout public et que vous voulez un truc un peu plus corsé sans non plus vous prendre la tête pendant des heures, ça marchera très bien aussi. Bref, le jeu initié quoi. Un jeu pour jouer de 2 à 4, donc recommandé à partir de 10 ans comme souvent dans le jeu initié, et pour des parties de plus ou moins une demi-heure. Ok. On va avoir ce petit marqueur, comme ceci, horloge, qui commence ici, qui va avancer plus ou moins vite, et qui va avancer de manche en manche comme ceci jusqu'à la fin. Donc on va jouer un nombre de manches un peu indéterminé, parce qu'il y aura des événements qui feront avancer plus ou moins vite cette horloge, si bien qu'il y a des événements qui sont toujours prévisibles, c'est juste que vous ne savez pas précisément à quel moment ils vont arriver. Qui dit événement dit récupération, transformation de ressources, et tout ça, ça va être très utile, puisque c'est un petit jeu de gestion de ressources. Ce qui se passe, c'est que, on va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais regarder où est le petit anneau ici sur, le toit du... Je sais pas, j'ai envie de l'appeler le Capitole, mais je sais pas du tout si c'est ça, bref. On va dire le toit de la mairie, ou bref. C'est probablement un truc historique hyper important, que je n'ai pas là maintenant, mais vous le découvrez en lisant le petit livret qui est à l'intérieur. Tout à fait. Ça, c'est très bien fait. Ça me dit quelles ressources je prends. Ressources que je vais aller mettre ici, dans cette machine, qui vont tomber, ou pas, qui vont rester tombés dans la machine, bloqués dans la machine, ou qui vont faire tomber d'autres ressources. Clac, il y a d'autres ressources qui vont arriver ici, que je vais pouvoir récupérer, que je vais pouvoir placer sur mon plateau individuel, que je vais pouvoir transformer en d'autres ressources. Évidemment, les ressources les plus communes, il en faudra beaucoup pour les transformer en un peu moins de ressources un petit peu plus rares, que l'on pourra elles-mêmes échanger contre des cartes d'amélioration, etc., etc. Des objectifs qu'il faudra réaliser. Quand vous les aurez réalisés, ils vous donneront des points, ils vous donneront des avantages, parce que ça vous permettra de récupérer plus de points, stocker plus de ressources, etc., etc., etc. Je rentre pas dans le détail. Pourquoi? Parce qu'on a fait un super focus avec Alice sur les traces de Marie Curie, que je vous invite à voir si vous voulez avoir à nouveau quasiment toutes les règles. Je pense qu'on avait fait le tour de presque toutes les règles sur ce focus. Donc si ça vous intéresse de rentrer dans le détail, allez-y, parce que je pense qu'on avait plutôt bien réussi. C'est une bonne surprise, c'est un jeu qui est un peu surprenant au niveau de son scoring et de son rythme, comme je l'ai dit, son rythme, voilà, la vitesse à laquelle les manches s'enchaînent va un petit peu fluctuer, et c'est un jeu dans lequel vous n'allez pas compter vos 195 points à 192, moi j'ai fait 176, non, vous faites 6 points, c'est pas mal, vous faites 8 points, c'est cool,
et vous faites 11 points, vous pouvez vous la péter. Oui. C'est à peu près ça les échelles de score. Donc le moindre point à les grappiller, c'est une véritable victoire. On les a en ligne de vue, on les anticipe. Quand on se les fait voler au dernier moment, on est vraiment chafouin, mais on peut toujours aller récupérer des points, se refaire ailleurs. C'est une bonne surprise, à nouveau. Et franchement, il est digne de son grand / petit frère sur les traces de Darwin. Voilà donc sur les traces de Marie Curie qui rejoint la boutique. Et là, je passe la main à Alice. Coucou YouTube, Antoine. Micro. On va faire un échange. Regarde, attends. Regarde Antoine. Quelque chose qui est chaud. Mes oreilles actuellement, parce que je viens de parler pendant 25 minutes, 35 minutes, et ça me fait chauffer les oreilles. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, pardon. Ouais, je me suis piégée toute seule. Le Mac, quand on reste trop au soleil à genre 16h, le Mac qui se prend le soleil dans la tête. Tellement spécifique. Un radiateur. Oh, la cheminée. L'été. Une plaque de cuisson. Une plaque de cuisson. Oh. Voilà, vous avez joué à Patata. D'accord. Patata du coup, ça c'est la variété familiale, voilà, à cuire au second degré. Tout ce packaging est génial. C'est même présenté dans une cagette à patates. C'est pas la suite de paquet chips. Et bah pas du tout, même si c'est... C'est le préquel en fait. C'est ça. Quasi, ouais, c'est ce qui était avant les chips. C'est un jeu d'ambiance à partir de 10 ans parce qu'on peut partir dans des trucs un peu olé olé, genre là ce que j'ai proposé finalement, que j'ai inventé sur place. Qu'est-ce qui est chaud? Bon, on aurait pu partir dans... Moi, s'il n'y avait pas une caméra... Ouais, on serait pas... Voilà. Moi, j'ai rien dit, heureusement. J'ai vu ton sourire quand j'ai annoncé le thème derrière la caméra. 30 minutes de partie, ou moins en vrai. 2 joueurs minimum et plus. On va retrouver un peu le principe de la patate chaude ou du tic-tac-boom, ce genre de truc où on va littéralement se jeter la patate après avoir tiré un thème. Donc en gros, vous allez avoir 3 types de sauces. Vous avez mayo... C'est les trucs un peu light, quoi. Voilà, c'est bon pour la santé, ça fatigue. On a, ça je sais pas, la sauce barbecue, je sais pas. Ou alors le fameux mélange dégueu de mayo et ketchup. Je sais plus comment il s'appelle. Celle-là, bon, meilleur sujet pour énerver ses parents. Ça commence à être un peu plus, précis, pimenté. Et le ketchup, des trucs très spécifiques et des fois un peu interprétables aussi. Voilà. Genre, on pourrait y retrouver qu'est-ce qui est gros. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, là pareil, je vais pas. Voilà. Et donc en gros, on tire une question, enfin on tire une carte, on l'annonce et le premier prend la patate, répond et la balance à qui il veut. Et cette personne doit répondre aussi. Et dès qu'on pense que la personne est trop lente pour parler, on commence à faire ça. Et si tout le monde se retrouve à faire ça, ça veut dire que tout le monde est d'accord comme quoi t'as été trop lent. Et donc tu récupères la carte avec les patates. Et en gros, un peu à la t'abuse, il y a des cartes qui font gagner plus ou moins de patates. Bon, en fait, c'est par rapport à son niveau de complexité, hein, tout simplement. Et les patates, au bout d'un certain temps ou d'un certain nombre de cartes jouées, celui qui en a le plus a perdu. Ça, c'est si vous jouez avec les règles d'un jeu d'ambiance. Bon, on joue pas tous avec des règles au jeu d'ambiance. Sachant que vous pouvez aussi jouer avec des toppings sur vos patatas. Et les toppings, eh ben, ça vous met des petites contraintes. Genre là, c'est le premier qui rit perd le tour. Énoncez votre réponse en chantant. Voilà, il y en a plein. Et en plus, c'est vraiment des toppings qu'on peut avoir sur des patates. Voilà, du cheddar, du bacon, du paprika. Du paprika. Bref. Voilà, c'était Patata, c'est à 20,50 € et c'est de la vraie étoile de jute. Voilà, le packaging est génial et la squish squish est géniale. Tellement génial qu'on nous l'a déjà volé. Merci au client, à la cliente de nous avoir volé cette patate en mousse. Faudra nous dire à quoi ça sert chez vous. Attention, ça se cuit pas. On enchaîne avec Rédac Chef qu'on attendait avec grande impatience. On voulait, enfin en tout cas personnellement, je voulais absolument vous en parler dans le récap de Vichy parce que c'est celui qui m'a le plus marqué.
Mais comme il sortait cette semaine, genre 2 jours après la sortie de la vidéo d'Ishi, bah on s'est dit bon, ça sert à rien de parler de ce jeu puisqu'on en parle dans 2 semaines, dans 2 jours. Redac Chef, ça sort avec Lucky Duck Games, c'est un jeu de Peter McPherson, illustré par Yann O'Toole. C'est trop mignon, ce style un peu mignon mais vintage, j'adore. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6, oui, il y a un mode solo, et on peut même jouer jusqu'à 8. Oui. Ouais. Un mode un peu spécial. Ouais. Et donc c'est 30 à 45 minutes de partie à partir de 10 ans. On va y retrouver certaines sensations de Art Society que j'adore aussi, donc on se dira que peut-être il y a une coïncidence entre le fait que j'aime Art Society et Redac Chef. Déjà pas du tout le même thème, hein, on est d'accord. Là vous allez incarner peut-être des cuisiniers, non, des rédacteurs en chef, et vous allez jouer 3 manches qui sont 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, et vous allez créer votre une de journal. Comment ça va se passer? Chacun va se munir d'un magnifique petit bureau, sachant que tous les bureaux sont différents avec leur petite identité visuelle. Ils sont tous très travaillés, voilà. Hop, moi j'adore déjà rien que ce petit détail. On va chacun choisir sa petite gazette. Moi j'adore la gazette noisette, je trouve ça trop mignon. Ça ne change rien, c'est juste pour le lore et c'est très mimes. Vous pouvez jouer avec un rédacteur en chef, c'est en fait la carte récap de tour, mais ça vous donne aussi un petit pouvoir asymétrique. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de jouer avec cette carte-là. On va aussi récupérer une tribune qui est un moyen d'avoir des petits points de victoire et qu'on va placer sur notre gazette en début de manche. Donc comme je vous ai dit, 3 manches, à la fin des 3 manches on voit qui a gagné le plus de points de victoire possible. Les points de victoire vont se gagner de différentes manières, principalement en récupérant des articles et en les agençant selon certains critères. Vous allez avoir 3 types de tuiles répandues là en bazar et face cachée. Vous allez avoir des photos, des articles, mais aussi des pubs. Voilà, c'est les 3 trucs que vous allez trouver. Les photos, vous allez donc agencer tout ça sur votre petite gazette. Les photos vont scorer en fonction des couleurs d'articles qui sont adjacents à elles. Orthogonalement, c'est très clair, vous avez les petites flèches. Donc là, vous avez 1 point par article bleu qui sera adjacente à cette photo. Ok, donc du coup, j'essaierai de récupérer prochainement. Bleu ou vert d'ailleurs. Voilà, bleu ou vert. Voilà. Vous avez les articles eux-mêmes ont des points de victoire bruts écrits là en bas. Ok. Voilà. Les pubs vont vous rapporter plus ou moins d'argent. Hop, je vais en trouver une. Là par exemple, ça vous rapporte que 1 $. Celle-là vous rapporte 3. L'argent, vous allez l'additionner à chaque fin de manche. À la fin des 3 jours, celui qui en a le moins d'argent est éliminé. C'est bisous. Il fait faillite. Hein, il fait faillite, c'est bisous. Hein, Alex? À 1 $ près. À 1 $ près, il a découvert ça, il a fait non. Trop génial. Donc attention à la thune, c'est très important. Voilà, et il y existe 3 couleurs d'articles vert, rose et bleu. Une dernière donnée, il existe des articles, parce que c'est comme ça dans la vie, des articles avec des bonnes nouvelles, qui sont ces petits chats contents, et avec des mauvaises nouvelles, des petits chats tristes. Voilà. Un bon journal est un journal qui a autant de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Ce sera un des critères pour faire un bon journal. Ok. Maintenant, comment ça se passe un tour? Eh bien, c'est très simple et c'est très drôle. On va lancer un timer de... Il y a 3 types. Minutes. Non, il y a 3 types d'ailleurs. Soit tu le joues en hardcore, c'est 3 minutes. Bien sûr. En normal, c'est 4 minutes. Et en tranquillou, 5 minutes. Ouais, d'accord. Vous choisissez votre mode de jeu. Nous, on va dire qu'on est des gens à peu près normaux. On va lancer un timer de 4 minutes qui est mis au milieu de la table. On a le droit de le regarder, c'est pas planqué. Voilà, on peut gérer notre temps. Et ces 4 minutes vont être découpées en 2 phases que vous allez découper à votre convenance. C'est-à-dire que si vous voulez passer à la phase 2 au bout de 30 secondes, c'est tout à fait possible. Vous gérez votre temps, littéralement. C'est juste que vous avez 4 minutes pour récupérer des articles, puis les mettre en page. Avec une seule main, on lance le chrono, et là, en même temps, tous en même temps, on prend des tuiles au milieu, on en prend une par une, on la met au-dessus de notre bureau, on regarde, soit elle nous plaît, on la pose sur notre bureau, et ça veut dire qu'elle ne bougera plus, c'est-à-dire que je n'ai plus le droit de la rendre, soit je la prends, et je trouve qu'elle n'est pas intéressante, donc je la repose face visible. Ça veut dire que les autres ont des infos. Par contre, ça, si personne ne me le prend, plus tard, je pourrais le reprendre.
il n'y a pas de souci. Donc, on continue comme ça, hop, etc. Oh là là, je fais tout tomber. Et dès que vous pensez que vous avez assez de tuiles, donc ça, c'est à jauger, hein, c'est repère dans l'espace. Voilà, je vais dire que j'ai assez de tuiles. Quand ça déborde, ça veut dire que t'en as assez. Ouais. Non, je suis sûre que j'en ai pas assez. Et là, on dit mise en page. Alors les autres peuvent continuer à chercher des articles. Oui. Hein. Comme je vous ai dit, vous gérez votre temps. Mise en page, ça veut dire que vous allez commencer à agencer vos petits articles et autres photos et pubs. Donc du coup, essayez de prendre des photos pour pouvoir après récupérer les articles qui sont à la bonne couleur. Comme vous voyez, on est vendredi en première manche, donc du coup, je ne peux jouer que dans ce cadre-là. Le cadre blanc, oui. Voilà, le cadre blanc. Donc attention, hop, à ne pas dépasser. Donc là, j'ai du vert. Je vais essayer de plutôt mettre un article rose à côté, puisqu'apparemment, c'est rose et vert qui marche bien. Voilà, une pub, c'est cool. Là, j'ai une photo qui aime bien, vous voyez, qui va pas rentrer. Et vous dites, ok, mais là comme ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Pas du tout, vous allez voir, il y a plein de contraintes de pause. Ah, là, j'ai fait un magnifique journal qui ne marche pas. Marche pas du tout, ça. Marche pas du tout. C'est n'importe quoi. Ouais, il y a tout qui dépasse, mais tu vois, moi, voilà. Non, mais c'est pas bien, ça non Mais plus. oui, mais justement, je veux montrer pourquoi c'est pas bien. Oh là 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 là. Il y a rien qui va dans ce journal. Il est dégueu. Ok, no judgment. Voilà. Non, je dis, ok, c'est fini. Les autres, ils sont en train de faire leur vie. Je prends la montre à gousset 1 parce que c'est moi la première à avoir terminé. Ensuite, il y a la montre à gousset 2, 3. Une fois que tout le monde a terminé ou que le temps a sonné, on va compter nos points. Donc, comment compter nos points? Les points bruts, premièrement. Puis les photos. Sachant que les photos, s'il y en a 2 adjacentes, elles ne comptent pas. Il ne faut jamais mettre de photos adjacentes. Donc, du coup, photo pas adjacente. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je compte le bon scoring, c'est-à-dire que là j'ai un point par truc vert et rose qui le touchent, donc du coup c'est bon, j'ai les 2 points, etc. Non, il marque pas de points. Et non, il marque pas de points. Mais ça c'est si c'était bien fait, mon cher ami. Voilà. D'ailleurs, tes articles-là, ils marquent pas de points. Oui, attends. Autre contrainte, les amis. Même couleur d'article qui se touche, c'est pas bon. Hop. Ouais, tu fais n'importe quoi. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Exprès, hein, exprès bien évidemment. Bien Moi, mes vrais journaux, ils marchent bien. Donc là, vous voyez, techniquement, j'ai plus rien qui score. Ouais, non mais bon, admettons que tu avais fait un truc bien. Voilà. Admettons. Et enfin, qu'est-ce qui ne score pas non plus quand c'est côte à côte? 2 pubs. Bien sûr. En gros, la règle, toute chose semblable côte à côte ne score pas. Super. Voilà. Même couleur d'article, c'est pas bon. 2 photos, c'est pas bon. 2 pubs, c'est pas bon. Une fois que vous avez ça comme contrainte, ok, vous avez placé. Une fois que vous avez scoré vos points, vos photos, il faut scorer aussi la thune. Ça, c'est une autre petite case. Vous additionnez. Et enfin, on va compter l'humeur. Comme je vous avais dit, hein, oui. Content, pas content. Eh bien, vous allez compter tous vos contents. Donc là, j'ai 2 contents. Et tous vos pas contents. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pas contents. Je fais la différence entre les deux. Donc entre 2 et 5, il y a 3, hein, c'est ça? Oui. Eh bien, j'ai un malus de 3. Donc moins 3. Pourquoi? Comme je vous ai dit, un bon journal, c'est un journal équilibré entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Bien sûr. Donc du coup, il faut essayer de, en plus de toutes les autres choses à surveiller, essayer de prendre autant de têtes pas contentes que contentes. Ok? Vous allez aussi scorer votre tribune. Par exemple, là, j'ai 1 point par article. Pas content. Pas content. Donc c'est pour ça aussi que j'en avais pris plein. À voir si à la fin c'est rentable, puisque j'ai quand même la différence d'humeur. Est-ce que grâce à ça, voilà, ça rentabilise le truc. Sachant que les 2 bleus articles, là, normalement, ils sont pas comptés. Mais bon, oui, là, c'est pour l'exemple. Voilà, c'est pour l'exemple. Imaginez que mon journal est bien fait. C'est pas le cas. Et enfin, on va scorer ou déscorer les trous. Parce que bon, les trous, c'est un peu moche dans un journal. Oui. Donc tout le monde va compter sa zone la plus grande de vide. Et on va comparer. Celui qui a la plus petite zone, oui. Il marque 3 points, je crois. Il marque 3 points. Celui qui a la plus grande zone marque moins 1 point. Oui. Voilà. On a à peu près tout. Avec ça, on a fini la manche. Oui. À quoi ça sert d'avoir la petite montre à gousset? Eh bien, tout est remis là au milieu. La tribune est défaussée. Et on en retire autant que de joueurs plus 1. Ok. Et le premier joueur sera celui qui choisira en premier, puis il passe à celui qui avait fini en deuxième, etc., etc. Et vous la placez
où vous voulez sur votre journal du moment que ça recouvre cette petite étoile. Sachant que maintenant c'est samedi, donc on aura le journal qui va jusqu'ici. Yes, c'est bien ça. Voilà, ce sera de plus en plus grand. Sachant que, j'avais oublié, pardon, vous avez des malus aussi, je me disais il n'y a pas assez de malus dans le jeu. C'est vrai. Vous avez du surplus ici si vous voyez trop gourmand. Eh ben, vous avez moins 1 point par tuile qui reste sur votre bureau. Donc attention de ne pas être trop gourmand. Mais tu les gardes, ces tuiles, donc ça va. Et je les garde pour le prochain journal. Okay. Pour le meilleur comme pour le pire. Peut-être que c'est des trucs qui vont pas du tout m'arranger avec ce que je vais récupérer, etc. etc. Voilà, ça c'était le jeu de base. Vous pouvez rajouter, donc comme je vous ai dit, les pouvoirs des petits rédacteurs en chef. Vous pouvez rajouter les flash infos. Vous en tirez un par jour, donc il y en a un pour le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ça vous fait des contraintes. Par exemple, ici, les tuiles ne peuvent pas traverser la pliure. Alors les gars, c'est l'enfer. Ça veut dire que je ne pourrais pas mettre un truc comme ça. Voilà, vous voyez, il y a la pliure là, du journal. Je peux pas. Il faut forcément que ce soit comme ça. Voilà. Un samedi, je peux avoir quoi? Les pubs ne peuvent pas être adjacentes à des photos. Déjà qu'il y a plein de contraintes d'adjacence, c'est pire. La pénalité pour les articles en surplus est doublée. Sachant que moi j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre, autant vous dire que celle-là elle fait très mal. Voilà, il y a un mode solo avec des sortes de défis un peu puzzle. Et la... Oh bah tiens, la photo qui était tombée. J'ai retrouvé. Et il y a la formule équipe, c'est par nombre pair. Ça a l'air trop drôle. Vous divisez en 2 tables. C'est encore mieux si c'est 2 salles différentes. Et il y a l'équipe de 2. En gros, il y a un qui va être le rédacteur, enfin le reporter qui va aller justement fouiller, qui est sur une table. Et sur l'autre table, il y a son maquettiste, celui qui va recevoir les petits articles et qui va les mettre sur le journal. On lance le timer. Et du coup, le détective, il cherche avec les mêmes règles, il pose sur son bureau, il l'amène jusqu'à son maquettiste, il lui donne. Le maquettiste n'est pas obligé d'agencer tout de suite, hein, il peut attendre. Et il va communiquer en disant « Ok, bah moi je veux une photo du coup plutôt qui score le vert, j'ai besoin d'articles hauts, etc. » Et après on fait ça, et il y a toujours le même truc du temps, de qui finit en premier, etc. etc. Ça a l'air trop drôle, j'ai grave envie d'y jouer. À ce mode-là, je veux dire. Voilà, petit plus. Chaque reporter a dans le livret sa petite histoire, donc il a son nom, etc. Et surtout, tous les articles sont hyper drôles. Il y en a la solution migration, c'est air érable, vol quotidien. On a, là, j'en avais un qui était trop drôle. Les chanteurs des poussins dénoncent la guerre. Ici, on a quoi? Pot de vin au jeu animalier. Il y en avait un, c'était un PDG partage ses bénéfices, un lapin remporte le concours de tarte, les maisons neuves se font rares, pénurie, un plumage lisse pour un corps sain. On a, c'était quoi? C'était le syndic, une victoire du syndic, l'hibernation enfin rémunérée. Trop mignon. Après, vous regardez un peu vos articles et vos pubs et vous pouvez vraiment vous raconter l'histoire de la petite ville de Rédac Chef. Voilà, j'ai été très longue dessus, mais j'aurais bien voulu faire un focus coup de cœur dessus. Voilà. Et ben, je me suis défrustrée en faisant cette longue présentation. Un autre jeu que j'attendais avec impatience et qu'on a en avant-première. Normalement, ça sort le 4 octobre. On a le droit à 12 petites boîtes en avant-première grâce à une précommande à Vichy. Donc, Kyoto no Neko de Cédric Millet et magnifiquement illustré par Jérémy Fleury. C'est chez Matago, c'est de 2 à 4 joueurs, 35 minutes de partie à partir de 8 ans. On avait fait déjà un focus avec Alex, oui, qui a été publié la semaine dernière, je crois. Non, un peu plus tôt, je crois. Bon, je sais plus, mais il n'y a pas très longtemps. Du coup, je vais pas trop rentrer dans les détails, surtout que j'aimerais bien peut-être vous le représenter quand il sortira pour de vrai. Mais non, t'as raison, c'était bien la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Quand il sortira officiellement, ou en tout cas, c'est sûr que je vous le présenterai dans mes coups de cœur. Donc, entre tout ça, là, cette fois, je vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse aller voir le focus si vous voulez. On va incarner des petits chats qui vont vivre dans un quartier de Kyoto, qui va être représenté par ce plateau, et qui vont vivre leur vie de chat à travers plusieurs modules qui sont sous forme de petites enveloppes, qui sont tous rejouables et qui vont tous raconter une petite histoire. On va chacun avoir son petit chaton avec son plateau et sa petite figurine en squish squish, voilà, petit caoutchouc squish squish. Et en plus, on a aussi chacun notre petit coffre avec tout notre matériel dedans. En fonction des scénarios, on va avoir des buts différents, mais qui, à la fin, vont juste vous donner des petites clochettes. Et le premier à avoir 5 clochettes met fin à la partie. On voit ensuite qui l'emporte.
pour gagner clochette, c'est réaliser les objectifs du scénar, vous améliorer parce que vous allez apprendre et pendant votre vie bien évidemment, et augmenter en agilité, en amitié, en combat, en précision, enfin plein de choses comme ça. Et vous allez croiser d'autres animaux, vous allez pouvoir être ami avec, ou vous battre, ou voilà, il y a plein de choses possibles à faire. Esquiver les vélos, parce que j'ai sorti la petite vieille parce qu'il y a 2 cyclistes en fait qui roulent comme ça tout le temps. Et en fait, à chacun des tours, on tire et on les fait avancer d'un certain nombre de cases. Et si votre chat est sur la route, il se fait renverser. Bon, après, non, il meurt pas pour de vrai. Hein. Vous faites juste un jet avec agilité pour voir si vous esquivez. Ce qui est cool, c'est que quand vous ratez des jets, que ce soit pour esquiver les petits vieux ou pour vous battre avec des papillons, vous lancez ce petit dé que vous additionnez avec la compétence que vous utilisez. Si vous réussissez, tant mieux. Si vous ratez, vous améliorez dans la compétence que vous venez de rater. Donc, vous apprenez de vos erreurs et ça, c'est beau. Si vous faites un échec critique, vous avez le droit d'augmenter dans la compétence où vous êtes raté et dans une autre compétence. Après, c'est à vous de voir si vous voulez genre optimiser votre chat pour que ce soit juste un chasseur ou équilibré, voilà. Et il va se passer plein de choses. Il y a carrément, moi je parle de un module parce que c'est celui qui... je les ai pas tous joués les modules. C'est celui où vous faites pipi. Non, il y a d'autres choses à faire dans ce scénar. Hein. Mais entre autres, il faut marquer son territoire. Donc vous avez des taches de pipi à votre couleur. Allez, à mettre sur votre quartier. Voilà, c'était Kyoto no Neko. Très vite fait. Trop contente de l'avoir un peu en avant-première. Hein. Ça fait vraiment très plaisir. Pour l'instant, il n'est pas en démo. Mais à un moment, quand ce sera sa vraie sortie officielle, on le mettra en démo. Et, vous voyez, moi je le fais dans l'autre sens, je suis une rebelle. On va à Tree Society, voilà, par Next Move de Brett J. Gilbert et Matthew Dunstan. Hop, est-ce qu'on a l'illustrateur? Je ne le vois pas, c'est ballot, parce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Eh bien c'est un jeu à partir de 8 ans, 2 à 4 joueurs, 45 minutes de partie. C'est un petit univers un peu steampunk futuriste où vous allez créer votre société parfaite, arboricole, voilà, vous allez créer une petite société dans les arbres et optimiser pour être en accord avec la nature, mais quand même faire de la thune. Voilà, vous allez faire de la thune sur un marché fruitier. Ça va faire penser un peu à Spellbook. Un petit peu, je trouve, sur une certaine mécanique, mais sans vouloir offenser, je trouve que Tree Society est bien mieux que Spellbook. D'accord. Comment ça va se passer? Le but, en fait, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible qui sont représentés par des petits symboles comme ça, là, dans les étoiles, voilà. Et la partie se termine dès que quelqu'un a, je crois, 5 symboles comme ça, là, les petits symboles de couleur, affichés dans ses guildes réalisées. Donc, c'est des cartes que vous allez récupérer au cours de la partie. C'est pas forcément le gagnant, c'est juste qu'il met fin à la partie, on fait un dernier tour et après on voit qui a gagné le plus de points de victoire grâce à ces guildes validées, mais aussi celles qui sont en cours. Comment ça va se passer? Vous avez une première phase où vous allez avoir des fruits sur votre petit plateau qui auront été distribués au hasard en début de partie et vous allez en choisir un que vous allez mettre en vente. Vous allez gagner autant de petits jetons en bois, qui sont hyper agréables, que de fruits de ce type-là, présents autour du plateau, que ce soit dans le marché commun, sur votre plateau et aussi sur le plateau des autres. Donc il va falloir vendre au bon moment. Donc vous récupérez ces pièces et aussi le fruit que vous avez vendu, vous allez réaliser son effet immédiat. Par exemple, cette petite baie vous permet de mettre 2 de vos pièces dans votre coffre, qu'on ne voit pas ici, mais vous avez un coffre. Ce coffre, vous allez voir, il est pour plus tard. Les pièces que vous avez récupérées vont vous permettre d'acheter des guildes par exemple qui sont dans le marché central. Donc soit vous achetez les guildes en bas et vous payez juste le prix du niveau 1 qui est tout en dessous, donc là on a écrit 2, donc on paye 2 pièces et on peut le prendre devant nous. Ou alors si on choisit de prendre dans le marché supérieur, vous voyez qu'il y a écrit 1 plus 1, donc vous payez le prix plus 1. Ou alors vous décidez aussi d'améliorer une de vos guildes en payant le coût du niveau supérieur. Donc là, si je veux gagner ce niveau-là, il faudra que je dépense 3 feuilles, sachant qu'en fin de partie, vous voyez, il me rapportera 3 points de victoire si je ne l'avais pas encore validé. Quand vous les améliorez, il y a toujours des effets immédiats à réaliser et si vous arrivez au niveau final, vous faites l'effet et justement vous le validez, vous le mettez dans votre zone validée. Tous les jetons que vous n'aurez pas utilisés à votre tour sont défaussés, sauf ceux que vous aurez réussi à mettre dans votre coffre qui ne peuvent être mis là que grâce à des effets, hein, sinon ça n'arrive jamais. Et ces pièces-là vous serviront, elles reviendront sur votre petit plateau personnel pour le prochain tour.
Voilà, c'est à peu près tout. Ça va être surtout un combo en fait à créer entre les fruits que vous vendez, que vous allez récupérer et qui vont vous donner des pouvoirs qui peut-être vont vous permettre de payer moins cher une guilde et que celle-là vous allez la faire augmenter, elle va vous donner un autre effet, etc. etc. Il y a pas mal d'opportunisme puisque vous surveillez vachement ce que les autres ont comme fruits pour profiter un peu du cours du marché. Là c'est un peu à l'inverse de la vie, c'est-à-dire que plus il y a un produit, plus ça vaut cher, enfin plus ça rapporte. Alors bon bah d'habitude dans la vie c'est l'inverse hein. Mais voilà, donc du coup c'est assez cool. On retrouve de Spellbook, c'est ça que je vous disais, c'est surtout ce principe là de vous acheter une carte et après vous payez pour l'améliorer et à chaque niveau vous avez des gains supplémentaires de plus en plus puissants. Voilà, c'était Tree Society. Je crois que c'est bon. Nouveauté jeu narratif. Quoi? Alors, je vais prendre le micro et parler comme ceci parce qu'il pleut et qu'on risque d'être embêté par le bruit de la pluie. On a reçu cette semaine l'extension pour Alice is Missing, extension qui s'appelle Silent Falls. Vous avez joué à Alice is Missing, vous avez passé 90 minutes à jouer une autre personne, dans un autre lieu, une autre époque, et c'est de découvrir ce qui est arrivé à Alice, a priori des trucs pas très cool. Ça a été quelque chose d'éprouvant émotionnellement, ça a été quelque chose de narrativement très intéressant et vous avez envie de recommencer, à part que vous avez peur de retomber un peu sur les mêmes indices, rejouer les mêmes personnages et de finalement raconter la même histoire. Bon, déjà je vous rassure, dans le jeu de base, franchement, il y a de quoi refaire l'expérience 2, 3, 4, peut-être 5 fois, mais dans cette extension, on va pouvoir complètement renouveler tout ça, puisqu'il y aura des nouveaux indices, pas moins de 22 indices, des nouveaux personnages, pas moins de 4 nouveaux personnages, de quoi complètement raconter une nouvelle histoire autour de ce qui est arrivé à cette pauvre Alice, non pas la nôtre, celle de l'histoire. Franchement, c'est du super jeu narratif si vous êtes passé à côté de Alice is Missing, ce qui est impossible si vous suivez la chaîne Jeux des cartes Bordeaux normalement, parce qu'on a vraiment adoré. Moi, j'ai pas essayé Silent Falls, je pense que je vais me refaire Alice is Missing et que ça va passer par l'extension. C'est vraiment du super jeu narratif, donc très content qu'il y ait une petite extension là-dessus. En l'occurrence, ça s'y prête bien. On peut avoir fait le tour au bout d'un moment de la boîte de base, c'est normal, hein. C'est totalement inhérent à sa proposition. Ça vient vraiment augmenter tout ceci. Cette semaine également, on a reçu Petite sorcière de Antoine Bozas et Matago qui propose ceci. Alors ici, il le recommande à partir de 7 ans pour 2 à 5 personnes. Bon, franchement, c'est mieux si vous êtes 3, 4, 5 quand même. Mais ça peut être joué à partir de 2. 45 minutes, pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur du gros JDA qui va raconter des histoires pendant des heures, parce que nous sommes sur un jeu de rôle familial, vraiment tout public, avec des règles ultra simples. Des aventures qui vont pouvoir se jouer assez rapidement. C'est une petite boîte d'initiation au jeu de rôle comme ceci. C'est bien parce que des boîtes d'initiation, il y en a de plus en plus qui sont plutôt bien foutues. Et Petite sorcière vient rejoindre tout ceci. Nous sommes dans un monde imaginaire. C'est la pièce monde, ou le pièce monde, je sais plus. C'est un monde qui a 2 faces, pile et face. Et on va pouvoir y jouer des magiciennes, et plutôt des sorcières, pardon, et des magiciens. On va à une école de magie. Le but, c'est de recevoir notre diplôme, c'est un peu le Graal, c'est un peu le but ultime. Mais pour ça, il va nous arriver tout un tas de choses que l'on va raconter ensemble. On est dans une formule classique avec meneur ou meneuse de jeu qui va faire vivre les aventures des autres personnages. On a un livret d'aventure, on a les dés, on a les fiches de personnages, on a des aventures à l'intérieur. À savoir que c'est une réédition et il y avait déjà une petite version de Petite sorcière. Et donc, on va pouvoir trouver notamment des scénarios assez facilement et même gratuitement et légalement, si je dis pas de bêtises, sur YouTube, n'importe quoi, sur internet. Et donc c'est toujours bienvenu avoir une boîte comme ça qui arrive, qui a un prix accessible. On peut y jouer en famille et en plus on pourra trouver du contenu assez facilement parce que c'est pas toujours évident au début d'inventer ses propres histoires, même si en l'occurrence le format s'y prêtera plutôt pas mal. Tant qu'on est dans le coin, on a reçu des nouveaux petits accessoires, on va en recevoir là sur la fin d'année. En général quand Noël approche, c'est un peu là où on prend le risque de tester des nouveaux dés, etc. Et là ce sont des petites bourses à dés comme ceci qu'on peut mettre à la ceinture. Voilà, hop là, c'est arrivé et c'est plus du JDR, mais c'est dans le même rayon. Donc on va en parler rapidement, très rapidement. On a reçu du Heroes of Might and Magic 3, le jeu de plateau. On pensait franchement qu'on en aurait plus du tout, on en a eu quelques boîtes jusqu'ici. Et bien il y a un autre petit stock qui est arrivé, et là je pense que très honnêtement, une fois qu'on aura vendu ceci, on ne pourra plus en avoir. Aura-t-on l'extension en VF? Je ne sais pas, mais bref, si vous étiez passé à côté, c'est une bonne occasion. Et on repasse de l'autre côté.
Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Je vais vous parler également d'une petite nouveauté. Les jeux de plis sont à la mode en ce moment, d'ailleurs je vais vous en présenter un autre après là-bas. Ici on a reçu de chez Matago le diable dans la bouteille, j'avais fait un focus dessus, c'est un jeu de Gunther Gornet et illustré par Maxime Morin, on reconnaît toujours un petit peu son style, surtout dans les personnages, ça fait très Far Away pour le coup. Ouais, c'est vrai. On est sur un jeu pour 2 à 6 joueurs, honnêtement, comme beaucoup de jeux de plis. Alors, il va y avoir plein de variantes possibles là-dedans. J'avais fait un focus dessus dans lequel je vous l'expliquais essentiellement à 3, 4, 5, 6, ça a fonctionné. Vous avez des configurations quand vous jouez en équipe ou pas. Bref, pour vous pitcher le jeu, en fait, c'est un petit jeu de plis avec un petit twist dans lequel déjà vous avez un matériel assez exceptionnel parce que dedans, il y a une espèce de petite bouteille. Il y en a même 2 quand vous jouez dans un mode de jeu en équipe. Mais dans cette bouteille-là, vous verrez, il y a un petit diable. Et en fait, ce diable-là, il garde un pli. Et ce pli-là, faut pas le récupérer. Pourquoi? Parce qu'il est tout pourri, ce pli. Ce pli dedans, il y a quoi? En fait, il y a des cartes qu'on a mises. Au début de la partie, on distribue un certain nombre de cartes aux joueurs. Ces cartes-là, il y en a genre plus d'une trentaine. Les valeurs vont de 1 à 37, dans des couleurs différentes. Et en fait, comme dans un jeu de pli, on va tout simplement jouer une carte. Le joueur a posé une carte de telle couleur, donc les autres doivent jouer cette couleur-là. Et on va regarder qui gagne le pli. Les plis, vous verrez sur les cartes, ont une valeur certes chiffrée, mais aussi une valeur dans une bouteille. Et c'est ça qui vous fait des points. Et au début de la partie, on a simultanément, chaque joueur, glissé une carte sous le pli du démon. Et ce pli du démon-là, il ne faut pas le récupérer. Quand vous le récupérez, déjà, vous ne scorez rien à la fin de la manche. Et en plus, les cartes que vous avez mises en dessous ont des valeurs. Et donc, le pli du démon vous fait ces points-là en négatif. On fait un certain nombre de manches. Le total des points au fur et à mesure des manches dit qui a gagné. Donc, on joue chacun nos cartes. Et en fait, il y a une résolution. Au début, le pli du démon, il est de valeur 19. Si vous jouez tous supérieurs au pli du démon, il ne se passe pas grand-chose. Le joueur qui a joué la valeur la plus haute l'emporte. Par contre, à partir du moment où un joueur joue inférieur au pli du démon, c'est le joueur qui a joué du coup la valeur la plus proche du pli du démon qui lui va récupérer du coup ce pli là. Et ce pli là, il ne faut pas le récupérer parce que c'est des points négatifs et en plus vous ne comptez pas vos points. L'idée c'est de savoir judicieusement comment jouer vos cartes, comment pisser quand vous pouvez pisser. Pas en vrai du coup, c'est un jeu de pli, donc forcément c'est un terme de pisser. Ouais. Je voyais, tu me regardais en disant qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Non, faut pas pisser sur les cartes. Non mais tout est clair maintenant. C'est un terme quand vous coupez du coup à la couleur. Quand vous n'avez pas la couleur et que vous du coup vous coupez, que vous pissez du coup, vous du coup je suis en train de me perdre. Quand vous coupez, c'est quand vous coupez. C'est génial parce que tu t'es perturbé tout ça. Exactement. Quand vous pissez, c'est que vous n'avez pas la couleur et du coup vous passez entre guillemets. Et donc ça, faut le faire judicieusement parce que si jamais vous jouez une carte qui vous permet de récupérer le pli du diable du coup, et ben il faut pas le faire parce que vous perdez vos points. C'est là toute la subtilité en fait du jeu du diable dans la bouteille. Je trouve qu'il a vraiment une vibe très, je sais pas, presque jeu traditionnel, presque un petit peu jeu à l'ancienne. C'est ça, mais il a une vibe un peu tarot, je sais pas comment dire. Il a des petits twists en fait qui sont très originaux qu'on n'a pas dans tous les jeux de plis. Et je vous en montrerai un tout à l'heure aussi qui est assez original. C'est une réédition d'ailleurs. Le diable dans la bouteille? Ouais. Ah peut-être, t'as raison. Il me semblait, c'est possible. Je vous parle pas de Footprints parce que je suis peut-être la personne la moins placée pour vous parler de Footprints parce que je n'y ai pas joué. En revanche, à la fin de l'année, on a l'habitude de sortir des séries de vidéos pour chacun des membres de l'équipe de Jeux des cartes Bordeaux, qui s'appelle la vidéo coup de cœur. Et sur 2 semaines, vous avez 6 vidéos qui vont sortir, les coups de cœur de David, de Jeff, de Fanny, d'Antoine, de Alice et de moi-même, dans une sélection des jeux qui nous ont plu et qu'on pense peut vous plaire également pour les fêtes de fin d'année, pour les différents achats. Footprint, je pense, va être dans les coups de cœur de Jeff, et donc je vous inviterai à regarder sa vidéo coup de cœur parce que lui y a joué, il a beaucoup aimé et il pourra mieux vous en parler, même si vous passez à la boutique pour avoir plus d'informations. Tout ce que je peux vous dire sur Footprints, déjà c'est qu'on voit un peu de matériel, ce qui est cool, c'est pas tout le temps le cas sur tous les autres boîtes. C'est un jeu à partir de 1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ une demi-heure, 1 heure. L'idée c'est qu'on va en gros, le but de ce que j'ai compris, c'est d'aller du coup faire des peintures et on va essayer d'explorer la carte également pour développer son petit plateau personnel, parce que j'ai regardé plein de vidéos, mais ça montre beaucoup de matos et j'ai pas forcément eu toutes les règles que je voulais. Okay. Il y aura forcément de la chasse, tout ce qui peut représenter la thématique finalement à travers ces différentes mécaniques qu'on voit ici. On voit qu'on a des plateaux asymétriques, ou du moins des plateaux modulables, des pouvoirs asymétriques, de l'engine building, qui est le système en fait de craft et de moteur de jeu en fait finalement, qu'on va créer tout ça autour du plateau et de nos cartes. On a de la gestion de main, et on a de la planification des routes. Je n'ai pas compris. Planification des routes. Je pense que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais ils mettent route planning. Je pense que c'est vraiment le système de se projeter dans les déplacements. Je pense que c'est ça que ça fait sens. Je trouve que c'est un peu une mauvaise traduction de planification des routes. Mais pourquoi pas? Ça se dit pas beaucoup en français. Mais voilà, je n'ai pas beaucoup d'infos sur Footprints. Je dois dire que la thématique
m'intrigue. J'aime bien quand il y a des thématiques finalement qui me font penser un peu à l'âge de pierre, mais qui mécaniquement doivent proposer autre chose. Mais en tout cas, Jeff saura vous en parler mieux que moi. Je suis navré, j'ai pas eu plus d'informations que ça, c'était très difficile à trouver. De quoi on va parler? On va parler encore d'un jeu de pli. Jeu de pli aussi qui va avoir une certaine similitude avec plein d'autres jeux de pli, avec des cartes de valeur et de couleur. Incroyable, n'est-il pas? Alors attends, tu veux me dire qu'il y a des cartes qui sont à la fois d'une couleur en particulier et d'une valeur en particulier? Exact, tout en un seul exemplaire dans la couleur. Non, on blague, mais franchement, dans ce jeu... Oui, alors ça pour le coup c'est Skull Queen. Est-ce que Skull Queen, c'est la suite de Skull King? Eh ben... oui et non, parce que Skull King, il a ce côté effectivement un peu ce qu'on appelle le tarot africain de mémoire, avec ce système des cartes. Et puis au fur et à mesure, on a de plus en plus de cartes, donc plus difficile de jauger sa main et donc celle des adversaires. Là, ici, on a un jeu de pli qui n'a rien à voir finalement avec Skull King, si ce n'est la thématique et puis le nom. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans. Honnêtement, nous, on y a joué à 4. À 2, je pense pas que ce soit très efficace, mais pourquoi pas, ça peut vous plaire. 3, 4, 5, 6, ça peut être intéressant. L'idée dans ce jeu, c'est que comme dans un jeu de pli, on va avoir des cartes en main, à chaque tour on va jouer une carte, ça va indiquer la couleur demandée, les joueurs doivent jouer la carte ou pisser, mais pas sur les cartes évidemment, c'est un terme utilisé dans ce genre de jeu. Ah d'accord. Oui. Ah oui, je comprends mieux. Et on va à chaque fois récupérer des plis, et l'intérêt de jouer des cartes de forte valeur ou de petite valeur, c'est que ça va faire déplacer nos pirates sur la planche. En effet, au début de la partie, au début de chaque manche, on va faire autant de manches qu'il y a de joueurs autour de la table, on reçoit une petite planche qu'on va pouvoir placer devant nous soit avec les valeurs croissantes, soit avec les valeurs décroissantes. Et sur cette planche-là, une fois que vous aurez reçu votre main de cartes, vous allez placer vos pirates sur les différents emplacements. Par exemple, je pense que le bleu, il va aller plutôt par là. Je pense que le jaune va aller ici. Je pense que le vert va aller aussi ici. Et puis le rouge, je vais le mettre là, par exemple. Vous les mettez où vous voulez, simultanément, tous les joueurs font ça. L'idée, c'est que du coup, à chaque tour, comme je disais, il y a un joueur qui va jouer une carte. Et puis, tiens, je vais pas jouer celle-ci, je vais jouer... Ouais, si, on va jouer ça, c'est pas mal. Allez, on va jouer ça, par exemple. Voilà. Je vais jouer un 3, les autres joueurs vont jouer des cartes aussi. Tiens, hop, lui il va jouer une carte 5, c'est parfait. Il y a un effet spécial, une carte 8, il y a encore un effet spécial. Voilà. Donc j'ai joué un 3, donc les autres joueurs doivent jouer la même couleur que mon 3, donc un 3 vert. J'ai joué 3, le joueur d'après joue 5 et le joueur d'après joue 8. Ici, on a des petites flèches sur le 5. Ici, sur la résolution du pli, le joueur qui aura joué la carte la plus petite va descendre son pirate de 2. Parce que oui, quand en fait on va résoudre un pli, ça va faire avancer le pirate de la couleur en question. Donc l'idée c'est que là par exemple, comme il y a le 5, c'est un effet spécial, dans ce pli là de couleur verte, le pirate vert va descendre de 2 cases et non pas d'une, mais chez moi, parce que du coup c'est moi qui ai joué le 3. Donc je joue le 3, je suis la valeur la plus petite dans le pli, donc mon pirate recule de 2. Et malheureusement, quand votre pirate monte trop ou descend trop, et en fait il quitte la planche et du coup il est éliminé. C'est ballot. Là, pour le coup, je marquais pas forcément beaucoup de points. On voit les points qui sont marqués ici. En contrepartie, ici, le joueur qui a joué la plus haute dans le vert, c'est ce joueur-là. S'il l'avait placé ici, il monterait par exemple immédiatement de 2 cases. 1, 2. L'idée, c'est que de base, la valeur la plus faible indique au joueur qui a le même pirate de cette couleur-là descend, et celui qui a la valeur la plus forte dans cette même couleur de pli-là monte. Si jamais vous pissez, du coup, vous jouez une carte qui est une couleur, et mettons, je sais pas, vous avez joué une carte qui n'est pas de la couleur. Cette carte-là, elle vaut rien pour l'instant, mais les cartes qui n'appartiennent à aucune couleur jouée, elles restent au centre de la table, et plus tard, peut-être qu'elles auront une utilité dans un pli qui sera de couleur jaune, tout simplement. Ça vous permet comme ça, quand il y a des cartes qui restent, de jouer des cartes de couleur tout en étant entre les deux, parce que par exemple, si mon pirate jaune il est sur le 8, là je veux plus prendre de pli. Je peux éventuellement, plus prendre de pli, je ne veux plus jouer bas, mais par contre je peux jouer haut. Ça me permet de réajuster entre 5 et 8. Mais en contrepartie, si je reste neutre, mon pirate est immobilisé et du coup il bouge pas. Et je veux qu'au final tous mes pirates restent ici. Parce que si là je finis avec 3 pirates sur 8, 3 x 8, 24. C'est toute la subtilité du jeu, c'est qu'en fait, en fonction de la position des pirates adverses, vous évaluez leurs mains. Et le but, c'est que quand vous voyez un joueur qui a un pirate très très bas sur une valeur 8, vous allez tenter de le faire descendre et donc de cracher cette petite carte. En contrepartie, c'est un joueur qui aura joué un pirate très haut, vous aurez envie qui tombe et qui prennent en fait une carte de très haute valeur, qui joue une carte de très haute valeur. C'est vraiment super malin. Et donc il faut jauger votre main en déplaçant vos petits pirates. Il y a d'autres effets, notamment avec les pirates de valeur 0, je crois, et 13. Ouais, je les avais là tout à l'heure, mais je vais quand même les Normalement, c'est les dernières cartes que tu cherches. C'est ça. C'est une loi universelle. Le temps parce que voilà, c'est le 0 et le 13. Le 13, forcément, vous récupérez toujours le pli, donc c'est cool, votre pirate il va avancer, mais sachant que comme ils n'ont pas de couleur, ils prennent toujours la couleur d'une valeur précédente, d'une couleur précédente, pardon. Et le 0, pour le coup, vous êtes sûr de
descendre, pour le coup, parce que c'est la valeur la plus faible. C'est ultra simple, et ce qui est chouette, c'est ce petit truc-là, en fait. Ah ouais, vraiment. On a l'impression de base qu'on se dit, bah, ça sert pas à grand-chose, et en fait, c'est hyper subtil, c'est très malin de voir comment on évalue notre main en fonction des pirates. Alors, on va se viander tout le temps, à chaque fois. La première partie, c'est la cata. Hein. Ouais, bah, t'as perdu 3 pirates sur 4, Ouais. tu finis avec 3 points, c'est top. Bon, après, tu recommences une manche, et celui qui a le plus de points à la fin des 3 manches, enfin d'autant de manches qu'il y a de joueurs, gagne la partie. C'est très malin, ça se renouvelle pas mal dans le genre de jeu qu'on retrouve de plus en plus, mais avec des petites subtilités que je trouve assez chouettes. Et avec une thématique pirate, moi j'aime bien les pirates. Ici, on a reçu Fireworks, aussi un jeu de Matago. Trop cool. Fireworks, du coup, qui va être un peu le grand frère de Kites, puisqu'en fait on y retrouve, alors Kites il est ici, voilà, aussi de chez Matago. Dans les deux jeux, vous jouez avec des sabliers. Et ici, les sabliers représentent des cerfs-volants. Ici, ça représente des feux d'artifice. C'est marrant parce qu'en plus, on a reçu Festival. Effectivement. Là, on a reçu Fireworks. Ici, pas question d'agencement. Au contraire, c'est un jeu très frénétique parce que vous jouez avec des sabliers. Chaque sablier a différentes couleurs, avec des écoulements très différents. Et vous jouerez avec des cartes qui indiquent, quand vous jouez une carte, quelle couleur de sablier, ça peut être un ou plusieurs, vous devez retourner. L'idée, c'est qu'il va falloir jouer chacun notre tour et pouvoir jouer des cartes de notre main qui permettent de retourner des sabliers. Et à chaque fois, bah, par exemple, le rouge, lui, il s'écoule beaucoup plus vite. Donc si vous commencez à jouer du rouge, bah, il va falloir que les autres joueurs puissent jouer souvent du rouge pour le retourner. Si un sablier a fini de s'écouler, on a perdu. L'idée de Fireworks, c'est que du coup, vous avez un sablier qui indique un peu le tempo du jeu. Il va falloir le faire avancer. Il avancera que sous certaines conditions en fonction des cartes que vous jouez. Et en plus, vous aurez aussi des fans, une espèce tant que vous réussissez votre objectif, les fans sont contents. Quand vous ratez, bah, ils sont pas contents. Et ça peut vous faire perdre la partie. Ce qui est chouette, en fait, le gros plus de Fireworks, c'est que du coup, ça va plus loin que Kites. Kites va avoir cet aspect très familial. On peut y rajouter des effets un peu négatifs qui vont un peu rendre le challenge plus complexe pour les joueurs qui sont plus exigeants. Là, on a ça avec un système de progression. C'est qu'en fait, vous allez avoir des cartes avec des numéros qui vont vous indiquer un peu votre scénario. Au début, le premier scénario, c'est très accessible. Puis vous allez tomber sur un deuxième scénario qui va rajouter une petite règle, puis le troisième, puis le quatrième, puis ça rajoute à chaque fois des règles, puis des petites contraintes. Et en fait, c'est un jeu qui va évoluer et un petit peu à la manière d'un The Crew. En fait, on peut, The Crew Mission Sous-Marine, on va pouvoir choisir après ces niveaux. En fonction, on établit un peu le challenge en fonction de la difficulté qu'on souhaite avoir pour telle ou telle partie. C'est franchement très bien fichu parce que ça offre une autre proposition de Kites qui avait un public. Fireworks, c'est encore un autre public, mais ça peut être aussi, si vous sentez que Kites un peu s'est essoufflé après vos 30, 40, 60 parties, vous dites « Ah bah Fireworks, pour le coup, c'est peut-être ça que je cherche dans ce mode évolutif avec des challenges encore plus puissants que Kites. » Yes, très jolie DA d'ailleurs oui, aussi. C'est très très cool. J'ai pas précisé d'ailleurs qui étaient les auteurs. J'allais dire l'auteur c'est Faites briller le ciel. Non, ça c'est le sous-titre. L'auteur ici, ils l'ont pas précisé. Ah si, voilà. C'est un jeu de Charlie Mac, il s'appelle Macaron, c'est génial, Charlie Macaron, illustré par Silly Jelly. Voilà, c'est très joli en tout cas. Vraiment, l'aspect feu d'artifice est très bien représenté. On va donc passer maintenant derrière le comptoir. Yes, j'enchaîne avec une dernière nouveauté avant de passer derrière le comptoir, parce qu'il y avait aussi une nouveauté de jeu, de prise de risque avec des super chiens mignons, parce qu'en fait, moi je trouve les cartes absolument ignobles. Les chiens sont vraiment... Enfin, ils sont dégueulasses, mais bon, si c'est votre style graphique un peu loufoque, je sais que ça plaît énormément, très honnêtement, mais ça, les goûts et les couleurs. Oui, c'est un jeu de John Perry, Alexandre Hague et Justin Vickers, et c'est illustré par John Bond. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, alors, je pense pas que tout ça soit très intéressant, mais à voir, je connais pas le mode solo. À partir de 10 ans pour 30 minutes de partie. C'est un jeu de prise de risque, dans lequel vous allez lancer des dés. Les dés vont représenter en fait des points, des tâches que vous allez mettre sur vos chiens. Et vous avez des chiens devant vous, mais qui sont visiblement tous des dalmatiens, tous blancs tachetés de noir, et en fait vous avez ce genre de chien, voilà, hop. Et donc du coup dessus il y a des valeurs avec lesquelles vous allez devoir, avec des dés, placer la valeur indiquée sur vos chiens. L'idée c'est que c'est un jeu de prise de risque, donc en fait vous allez avoir à lancer des dés, les dés vous allez essayer de les placer sur les différents objectifs qui sont en fait vos chiens, donc vous allez tacheter vos chiens, et ensuite il faut essayer de s'arrêter au bon moment pour compléter vos objectifs. En fait l'idée c'est que c'est une action de compléter ces chiens, c'est-à-dire si vous continuez à lancer, mais si vous plantez, tous vos chiens ils repartent à zéro entre guillemets. Donc il faut savoir s'arrêter. C'est le principe du stop ou encore, c'est pour ça que ça s'appelle spot ou encore, c'est un jeu de mots, évidemment. Ce qui est très intéressant dans spot ou encore, c'est qu'en fait le lancer de dés se fait à travers des petites plaquettes d'action que vous allez avoir et qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs sets, vous allez choisir un set à chaque fois parmi plein de sets différents. Et ces actions-là en fait définissent comment vous allez lancer les dés. Vous allez lancer un certain nombre de dés en fonction de l'action. Par exemple, je choisis cette action-là, je dis cette action-là, je la lis, elle va me dire
Tu lances 8 dés. Et parmi les dés que tu auras lancés, tu choisis une valeur et toutes les valeurs identiques, tu les prends et tu les mets sur tes chiens. Basta. Il y a plein d'autres actions qui permettent de lancer que 2 dés, mais il y aura des petits effets en plus. Il y a d'autres valeurs qui vont permettre, enfin d'autres actions qui vont permettre de moduler plus les dés, mais vous en lancerez peut-être moins. Vous aurez toujours des petits avantages et des contraintes dans les lancers de dés. Et ça qui va être intéressant, c'est notamment le set d'actions que vous allez choisir. Quand vous choisissez une action, vous allez la retourner, face cachée. Quand du coup il y aura, je crois qu'il y a genre 6 ou 7 actions, une fois qu'elles sont presque toutes retournées, quand il ne reste plus qu'une, vous les remettez face visible, et celle qui n'a jamais été sélectionnée, vous mettez un petit os dessus. L'os, ça vous permet justement de faire des lancements, donc de faire des relances. Et donc forcément, quand vous récupérez des os, ça peut permettre justement d'essayer de continuer à lancer pour remplir au mieux vos objectifs. L'idée, c'est de remplir un certain nombre d'objectifs, je crois que c'est genre 6 ou 7 chiens, un truc comme ça. Dès que vous avez complété tous ces objectifs-là, et vous gagnez la partie. Donc c'est une course, il n'y a pas de points à la fin. Ce qui est très cool, c'est que vous pouvez garder des dés d'un tour sur l'autre sur votre niche, mais si jamais vous lancez des dés et que le total que vous voulez garder dans votre niche est supérieur à 7, en fait, ça saute votre tour et vous avez perdu à la manche. Donc c'est très cool, ce plateau encore. C'est un petit jeu, encore une fois, de prise de risque, donc un peu comme les jeux de pique qu'on peut voir très souvent arriver plutôt en période d'été, mais qui là arrive à se renouveler avec ces petits twists d'action et de petites niches qui peut sauter quand on dépasse la valeur 7. Voilà pour ce plateau encore, et on a encore plein de trucs à vous montrer. L'extension d'Ancient Knowledge. Je viens de réviser grâce à mes propres stories de Vichy. Merci à moi-même. Du coup, extension d'Ancient Knowledge, principalement. Alors, ça rajoute des bâtiments qui sont sur 2 temporalités. Sachant que je n'ai jamais joué à Ancient Knowledge de base, je ne peux pas dire qu'est-ce que ça change. Mais voilà, il y a 2 temporalités maintenant. Et c'est en mode solo. Ce qui est le plus marquant, c'est que vous avez une campagne. En gros, il y a un mode campagne quand vous jouez en solo. Okay. Voilà. Réédition de The Island. Qui s'appelle Survive the Island. Voilà. Réédition, le matos a été un peu pimpé, modernisé, etc. La boîte aussi, ouais. Ouais. Je ne me prononcerai pas, je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de survie. En gros, vous êtes des aventuriers, vous allez sur une super île et en fait, finalement, le volcan qui était censé être endormi, il se réveille, ça fait trembler toute l'île qui est en train de sombrer. Donc l'île est composée de tuiles qui disparaissent au fur et à mesure. Et vos petits gars, s'ils sont sur le truc qui s'effondre, ils se retrouvent dans l'eau, sachant que le but, c'est de ramener vos petits gars sur la terre ferme qui est tout autour. Donc soit ils vont réussir à choper une barque et se déplacer assez vite, soit ils seront à la nage et ils se déplacent très lentement, sachant qu'il va se passer plein de choses dans l'eau, rencontrer des monstres, des requins qui vont bouffer vos gars, et il faut en sauver le plus possible. Il faut surtout sauver ceux qui rapportent le plus de points. Ouais, ils ont des petits nombres sous leurs pieds que vous pouvez voir qu'une seule fois en début de partie quand vous les placez, et après faut vous souvenir desquels étaient les plus rentables. Des fois on pense sauver le gros 6 et à la fin on se rend compte qu'on a sauvé le vieux 2 dont on se fout. C'est semi-coopératif parce qu'on a tous à peu près le même but quand on est dans la barque, c'est se barrer. Mais là ce qui change, c'est que déjà il y a l'extension pour jouer jusqu'à 5 directement incluses dedans. Avant c'était une autre extension, là c'est inclus. Et ils ont changé les monstres. Enfin en gros il n'y a plus la baleine qui se baladait et qui pétait votre barque. Oui, la barque. Là maintenant vous avez le kaiju, donc Godzilla, qui lui est sur la terre et dans l'eau. Et lui quand il arrive, il éjecte tous les gens qui sont sur sa tuile. Voilà, il fait et voilà. Il les tue pas, il les éjecte. Voilà, c'est les grandes différences. Et pour les premiers acheteurs, on a ce petit pack de BFF. Alors, Fanny m'a dit... Non mais c'est bon, je connais moi. Les 2 BFF, ils ont des petits cœurs en dessous. En gros, quand vous jouez avec les petits BFF, ils sont par 2. Si vous arrivez à sauver les 2 BFF... Vous avez 12 points, je crois. On a 12 points. Par contre, si vous arrivez à en sauver qu'un seul, ça fait 0 points, quoi. Non, ça fait des malus. Ça fait des malus. Ça fait des malus. C'est nul. Ils sont méga punitifs, les Best Friend Forever, là. Les BFF. Les BFF. Ah oui, on peut jouer jusqu'à 5 aussi. Je viens de le dire. Ah pardon, excuse-moi, je crois qu'il y avait... Non, mais c'est vrai que dans le jeu de base, on pouvait jouer qu'à 4. Oui, j'ai dit que ça incluait l'extension à 5 directement. Oh là là. Non, mais je crois que ça rajoute un joueur, mais pas tout à fait le matériel de l'extension qu'il y avait à l'époque. Mais bon, bref, ils ont fait une boîte de base. Ouais, il n'y a plus les dauphins, par exemple, ils n'existeront plus. Je suis trop deg. Hurlement, c'était une extension qu'on nous demandait depuis l'année dernière. Oh oui. Elle avait été teasée pour Halloween de l'année dernière, puis en juin de cette année. Elle est enfin là, nous l'attendions. Merci, merci mon bon Dieu, la bête. Donc, extension pour le jeu La Bête, Hurlement. Qu'est-ce que ça rajoute principalement? Alors, ça le rend déjà expert, le jeu, faut le savoir. Déjà, le jeu de base est initié. Là, ça le rend clairement expert. On a un nouvel enquêteur, c'est une enquêtrice.
C'est une, comment elle s'appelle, la naturaliste, voilà, qui rejoint. Et il y a des gens qui hurlent dans la rue. Et ça permet du coup de jouer jusqu'à 5. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça, hein. Ah mais j'ai pas vérifié. 6, 5. 6, voilà, parce qu'on est 5 de base. On peut jusqu'à 5. Voilà, déjà, c'est compliqué de jouer à 5. C'est 5 enquêteurs, voilà. Et donc 6 joueurs en tout. Okay. Ça rajoute aussi de l'asymétrie de personnages. Ils ont tous un pouvoir one-shot. Donc ça, c'est cool. Ça rajoute une nouvelle identité à la bête qui est le loup-garou. Il y a 24 nouveaux événements qui ne sont pas mixables avec la boîte de base. Sinon, c'est totalement déséquilibré. Donc c'est à remplacer. Okay. Vous avez maintenant des phases de lune de sang qui font que les lunes de sang, la bête double ses victimes et en plus fait une victime sur tous les villages qu'il traverse. Oui, là où il traverse, ça c'est pas bête. Ça fait mal. Oui, ça peut faire très mal. Il y a des témoins, j'ai pas tout compris, on va ouvrir une boîte, hein. On hésite encore, hein, mais on va en ouvrir une. Les témoins en tout cas vont aider les enquêteurs, parce que maintenant le but c'est pas de trouver l'identité secrète de la bête, c'est de trouver toutes ses identités. Voilà. Ok, d'accord, donc ça devient plus... Il y a des gros avantages pour les chasseurs, mais il y a aussi du coup des gros avantages aussi pour la bête, donc ça rééquilibre un petit peu, ça change un peu le mode opératoire par rapport au jeu de base. J'ai pas bien compris, et du coup je pense que vraiment il faudrait qu'on ouvre une boîte et qu'on y joue parce que je suis un peu perdu. C'est purement professionnel, hein, vraiment c'est... Est-ce qu'on fait un open the box? Oh waouh, là maintenant. Allez, je viens de me chauffer les gars. On n'a plus rien à faire là. Et maintenant que tu l'as ouvert, on va être obligé d'y jouer. C'est fou hein. Oh là là, je viens de me chauffer les gars. Okay. Je viens de me chauffer. Très bien. Alors attendez, je vais le mettre de votre côté. Donc la nouvelle identité. Voilà, le loup-garou avec le pion de la dame, la naturaliste. Ça doit être les témoins du coup. Ça, c'est les nouveaux événements. Donc, genre tapis dans l'ombre, la bête désigne un des enquêteurs qui doit effectuer son déplacement en phase 1. Donc, avant même que lui, il programme sa carte. Ça fait mal. Ça doit être des... Bah, je sais pas ce que c'est ça. Mais ça doit être les pouvoirs. Genre dévotion, la population est invitée à prier. Les milices paysannes obtiennent la capacité de protection. Ça c'est pas mal. Il y a des pièges apparemment. Ça je sais pas ce que c'est. Vous voyez, on découvre. Ça a l'air 1000 fois trop bien. C'est le plateau de la naturaliste. Voilà, et du coup il y a un nouveau plateau avec le loup-garou, forcément. Oui, il y a des pièges à loup. Voilà. Bah maintenant on va... Oh c'est ballot, on va y jouer. Ah bah on est obligé maintenant. Oh là là, oh c'est dur hein. On va devoir ajuster les stocks là, tu vas ouvrir une boîte alors que... Oui bon hein, voilà. Noël il nous reste une boîte apparemment, bah oui, ça dit qu'on a ouvert en plein milieu de la vidéo. Oui. Bon, sinon... Une autre extension, la dernière... Ah non, il y en a encore. La dernière. Non, du coup, nouvelle extension de HeroQuest, les jungles de Deltrac. Le grand twist, alors ça rajoute des monstres, ça rajoute des héros, ça en rajoute 2 de ce que j'ai... Ça rajoute des figurines. Le berserker et l'explorateur. Mais surtout, ça rajoute un système de quête avec des choix multiples, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Sinon, ça rajoute un scénar, des monstres et de nouveaux gars. Voilà, mais c'est surtout le système de choix multiples. C'est-à-dire que maintenant on va plus être obligé de juste taper des monstres, il va falloir qu'on prenne des décisions. C'était ça la quête. C'est fou hein. Taper des monstres. Allez, là c'est les dernières extensions de ce derrière le comptoir. 2 petites extensions pour Perfect Words qui avait été nommé à l'Asdor je crois l'année dernière. Je crois qu'il a été nommé à l'Asdor tout public. T'es sûr qu'il était à l'Asdor? Oui, t'as raison, Perfect Words à l'Asdor. Si. Et donc 120 nouvelles cartes dans chaque boîte hein, en tout, donc 120 et 120 avec du coup des nouveaux mots thématisés, donc on a les divertissements et le tour du monde, voilà, histoire, voyage, pop, culture. Trop bien. Voilà. On a Détective Charlie, le calendrier de l'Avent. Voilà, quelqu'un a volé l'étoile de Noël. Oh, punaise. Pardon. Ça se fait vraiment pas. Trop d'émotion. Du coup, vous avez, c'est le calendrier de l'Avent, quoi. Vous avez des enquêtes, 24 enquêtes pour 24 jours. Tous les jours, vous découvrez un nouveau témoignage. Il y a même des nouvelles mécaniques. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Moi, je l'ai pas ouvert. Voilà. J'aimerais tellement avoir 7 ans en 2024. On n'avait pas ça, nous. Hein. Non. Après, les calendriers Kinder, ça m'allait aussi à l'époque. Hein. Moi, ça me va aussi. Hein. Si jamais vous voulez m'ouvrir des calendriers Kinder, je suis chaud. Alors, c'est des enquêtes que j'arrive très bien à faire d'ailleurs, les calendriers Kinder. C'est peut-être même les seuls. Nouveau set. Pourquoi il y a ton vieux téléphone qui traîne là? Ah je le cherche depuis tout à l'heure. En plus il a une vieille coque marron dégueulasse. Elle est pas très jolie.
Putain, je viens de le remarquer là, le truc qui traînait sur le compte. Là, c'est du Magic, mais j'ai pas pris le temps aussi. Il y a des boosters One Piece au P05, au P08. Quoi, ils sont pas là? Si, mais ils sont attachés là-bas, c'est pour ça, mais je les ai peut-être dans le coin. Ouais, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Le One Piece, c'est par ici. Et c'est 23h30 les gars. Oh là là. Et il a pas monté, on n'a pas fait la photo, on n'a pas fait la vignette, le post fait. Bref. Il n'y a plus rien qui va. Magic, nouveau set, voilà. C'est comment ça s'appelle déjà? Les Mornes Brunes. Je vais pas me risquer à le dire, hein, les mornes. Brunes. Oui, oui, les mornes. Ouais. Non. T'inverses deux lettres et c'est fini. Hein. Les bundles, hop. Et cette fois, il y avait une différence, je sais pas quoi, contient désormais 9 boosters de jeu. Pourquoi c'était pas le cas avant? Je sais pas, je m'y connais pas. Mais ça a toujours été comme ça. Bah, je sais pas, il y a marqué maintenant... contient maintenant. Ok. Je crois que ça fait plusieurs bundles qui marquent ça à chaque fois. D'accord. Et ben les boosters. Voilà, les boosters hein, de jeu. Et les commandeurs, donc celui que vous voulez absolument, normalement, c'est celui-ci. Eh ben, voilà. il a l'air méga fort. Voilà, donc le reste, vous vous en fichez. Voilà. Non, franchement, j'ai regardé les 4. Et à chaque fois, j'ai dit waouh, mais quand même celui-là a l'air plus fort. Bah, c'est sûr. bah, apparemment, il est déjà en rupture partout. Voilà. Donc, sûrement. Et puis ceux-là, dans 2 ans, on les aura encore normalement. Ah, c'est clair. Je crois. Ah non, il y avait ça. Je me disais qu'il y avait un petit truc. C'était. Tu voulais parler du fait qu'on offrait ça en. Alors, je me rapproche pour bien être entendable dans un micro. Repardon à Béa et à Toumanta parce qu'on a un petit peu merdé. Mais. On a reçu plein de promos, de petits boosters promos. Quand vous passez en caisse et que vous achetez un sticker, et ben si on vous donne pas ça, vous nous criez dessus jusqu'à qu'on vous le donne. Non, ne faites pas ça, va piquer. Parce que dedans il y a encore plus de stickers. Et dans stickers, avoir des stickers, c'est bien. C'est trop cool. Ouais, c'est pas mal, ouais. On est trop en train de le regarder. J'ai envie de l'ouvrir. Contrôle, discipline. Sur ce, je pense que c'est fini. On va encore un peu taffer et on va dormir. C'est bon, oui, Pandarou, il est trop mignon. Sinon, à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Bordeaux.